Bon, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver énormément de visages. Hello Abdel, hello tout le monde. Donc ravie de vous retrouver ce soir pour cet after work, donc toujours à distance malheureusement, mais j'ai foi dans le fait qu'on va se retrouver très prochainement tous ensemble et qu'on va de nouveau boire beaucoup de verre, entre autres. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Mouclot, que vous connaissez peut-être. Pierre est le DRH de l'entreprise Youno, mais il est également expert dans tout ce qui est digital marketing. Et donc ce soir, il va être avec nous pour partager son expérience en termes de culture d'entreprise et nous parler de culture d'entreprise à travers différents prismes. Donc on va pouvoir échanger tous ensemble avec lui sur le sujet. Peut-être le temps comme on a encore des gens qui arrivent, peut-être que le temps qu'on se lance, ce que je vous propose, c'est 2 invitations. Une première pour Lille, same date, le 11 et le 12 juin, on est tous à Lille pour le festival de l'Afterwork qu'on attend depuis quoi, 1 an, 2 ans, Sarah? Un an, c'était en 1 mai an l'année maintenant. dernière. Beaucoup de travail acharné, donc ce sera toujours à Lille et au même endroit, stade Pierre de Coubertin. Donc vous avez la date. Pierre Monroy. Pierre Mauroy, pardon. Je me suis trompée de Pierre. Donc Pierre Mauroy, donc vous avez la date, le 10, le 11 juin. Vous avez le lieu du crime à Lille, au stade Pierre Mauroy. Il n'y a donc aucune excuse, en théorie, pour ne pas y être. Et puis la deuxième, petite invitation, le temps qu'on a encore beaucoup de gens qui arrivent, donc le temps qu'on s'installe, pour ceux qui veulent partager dans le chat, on avait envie de connaître un peu votre humeur du moment, savoir comment ça se passe chez vous, dans vos entreprises. Alors pour le faire, peut-être nous donner un titre de film ou de série ou de chanson, quelque chose qui reflète un peu votre humeur en ce moment. Je vais sécher les cheveux. Il n'y a pas d'humeur. La vie est belle. Ouais. J'invite ceux qui ont pas forcément, qui ne prennent pas forcément la parole à couper le micro essentiellement, pour ne pas avoir trop d'interférences. Forrest Gump, intéressant. C'est pour l'optimisme, c'est pourquoi Forrest Gump? Gabriel, viens là, te sécher les cheveux. Le séchage de cheveux. Tout va bien, ne t'en fais pas. Forrest Gump, ça m'intrigue. Parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Je crois que Sonia est en train de te répondre. Je le vois. N'hésite pas à partager avec nous, hein, Sonia, à nous dire qu'est-ce qui t'inspire, Forrest Gump. Est-ce qu'on a tout le monde? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Bon, Pierre? Allez, et ben alors c'est parti. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Merci Caroline pour la présentation et Sarah pour l'invitation. Je suis très content qu'on soit là ensemble pour échanger sur ce sujet qui est assez important pour moi. Vous allez voir, qui rejoint aussi même des convictions assez personnelles. Donc, je ne vais pas parler que en tant que RH ce soir, mais vous aurez aussi mes convictions perso qui fonctionnent dans la vie de tous les jours. Ce que je vous propose en termes de fonctionnement, c'est, donc moi j'ai préparé quelques slides que je vous enverrai à la fin. Je vous donnerai un petit lien de téléchargement, même avec d'autres documents pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets. Donc tous les documents dont je vais parler, je vous les enverrai après. Le but, c'est de vous donner quelques éléments de vision sur la culture d'entreprise telle qu'on l'a conçue chez Youno et surtout concrètement, qu'est-ce que ça change, à quoi ça sert, plutôt que de parler pendant 1 heure de théorie sur les cultures d'entreprise. C'est pas, si c'est ça que vous veniez chercher, désolé, ce ne sera pas ça que je pourrais vous proposer. Et puis que vous puissiez poser vos questions et en fonction des questions qu'il y a, régulièrement, on fait des petites pauses pour échanger là-dessus, pour que ce soit le plus interactif possible. Vous allez voir que certains moments, vu qu'il y a beaucoup de RH,
Je vais aussi être un peu provocant pour savoir comment vous vous adressez ces problématiques dans vos entreprises, parce que les solutions qui ont marché chez Youno, elles ne vont pas marcher dans toutes les boîtes. Et inversement, il y a des sujets auxquels je n'arrive pas encore à répondre complètement aujourd'hui, ce qui permettra très rapidement d'avoir de l'interactivité, surtout en cette fin de journée. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste, il faudra me dire si ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon? C'est bon. OK. Alors, très rapidement, moi, je me présente en 20 secondes. Donc, je m'appelle Pierre, comme tu le disais, Caroline. Et en fait, je travaille chez Youno depuis 2013. Donc, pour vous donner le contexte dans lequel je suis RH, en 2013, on était 3. Aujourd'hui, on est 45. On coche plein de cases clichés d'une start-up. Et nous, notre domaine, c'est la formation en ligne. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de formations. On propose des formations qui sont 100% en ligne pour des particuliers ou des salariés en entreprise sur les compétences transversales. Manager à distance, en ce moment, c'est l'une des formations qu'on déploie le plus. Ce qui veut dire qu'en termes d'équipe, où on est 45 personnes qui sont basées à Paris et à Lyon, les métiers qu'on a, et ça va être important pour parler de la culture d'entreprise, un tiers des métiers, c'est dans l'équipe business, donc commercial et marketing. Un tiers, c'est une équipe technique, donc des développeurs qui travaillent sur la plateforme de formation en ligne. Et le tiers restant, ce sont essentiellement les équipes qui conçoivent les formations, donc des ingénieurs pédagogiques, audiovisuels, des chefs de projet. Je vais très vite sur la présentation de l'entreprise, mais je referai des liens au fur et à mesure, parce que ce qui est important, c'est de contextualiser. Comme je vous le disais, sans contexte, la culture d'entreprise, ça marche un petit peu moins bien. Pour aborder le sujet de la culture d'entreprise, moi, je vous propose de commencer par le sujet du recrutement, qui n'est pas la seule finalité de travailler sa culture d'entreprise, mais qui est souvent celle qui fait que les entreprises se mettent sur le sujet. Une étude de Deloitte qui date de 2018, ils ne l'ont pas remise à jour depuis, mais quand ils communiquent, ils disent que les chiffres sont similaires, disait que dans les pays développés dans le monde, ce n'est pas une moyenne en France, mais dans le monde, quand une personne arrive dans une entreprise, il y a 4% de turnover le premier jour. C'est-à-dire que dès le premier jour, pour des raisons qui dépendent soit du salarié qui a été recruté, soit de l'employeur, 4 personnes sur 100 qui quittent l'entreprise. Sur les personnes qui restent, donc les 96% restantes, il y en a 22% qui auront quitté l'entreprise 45 jours plus tard. Et sur celles qui restent, si on enlève les 4% puis les 22%, il y en aura encore 20% de moins 6 mois après. En général, les 6 mois, ce sont notamment les périodes d'essai moyennes dans le monde. Ce qui veut donc dire, si on agrège, on ne va pas additionner les pourcentages, mais si on les agrège, que selon ce cabinet, dans le monde, dans les entreprises, dans les pays développés, on a 40% des personnes qu'on a recrutées qui partent dans les 6 premiers mois. Il y a différentes raisons à ça. L'une des interprétations de Deloitte, l'une des interprétations de plein d'experts, et que maintenant j'ai fait mienne, c'est que c'est lié à la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a trop de décalage entre la culture de la personne, qui est basée sur tout ce qu'elle a vécu avant, ses valeurs, et la culture de l'entreprise qu'elle rejoint. C'est l'une des raisons principales. Alors, il y a aussi, parfois, il y a un manque de compétences qui n'a pas été identifié, le processus de recrutement qui a mal été fait. Mais dans les raisons qui ressortent dans le top 3, dans plein d'autres enquêtes que je ne vous citerai pas ici, souvent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, avec un anglicisme, le misfit culturel. Et l'une donc des solutions, moi, de mon point de vue, ça a été l'un de mes enjeux chez Youno et c'est un des enjeux que je voudrais partager avec vous, pour adresser ce problème de turnover, c'est de travailler sur la culture d'entreprise pour adresser plein de choses qui vont être liées à ce turnover. Avant de vous donner les exemples concrets de ce qu'est la culture d'entreprise chez Youno, en tout cas notre vision, je voudrais juste qu'on prenne un tout petit peu de temps pour la définir, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Moi, quand je suis arrivé chez Youno, je pensais que je savais un peu ce qu'était la culture d'entreprise et en fait, tant que je n'avais pas vu la définition, c'était encore un petit peu flou. Et histoire qu'on parle vraiment de la même chose pour vos questions. Pour la définir, je vous ai mis cette capture d'écran d'un film que j'ai vu la semaine dernière qui s'appelle Les Figures de l'ombre, un super film sur une histoire vraie de la population afro-américaine aux États-Unis à l'époque où, je ne sais pas si on arrive à lire, je vois que la photo est un petit peu floue, il y avait des bus, des écoles et même des toilettes qui étaient réservées aux personnes de couleur.
on séparait, même à la NASA, les personnes blanches des personnes de couleur, y compris pour aller aux toilettes. Et là, on voit une personne qui est en train de détruire ce panneau parce que la personne qui fait les calculs les plus importants au moment où ils essayent d'aller sur la Lune, elle perd du temps tous les jours à traverser tous les bâtiments pour aller dans les toilettes qui sont réservées aux personnes de couleur. Et bien lui, quand il dit ça, il dit, chez nous, à la NASA, on arrête de séparer les toilettes en fonction de la couleur de peau des personnes. Pour moi, c'est le symbole le plus fort qu'on peut avoir pour justement commencer à comprendre qu'est-ce qui fait la culture d'une entreprise. La meilleure définition que moi j'ai trouvée, en tout cas qui me parle, elle est sur Wikipédia, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. En tout cas, c'est la définition la plus synthétique. C'est un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements. C'est les 3 mots dont on va parler pendant cet afterwork, qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagés par la plupart de ses membres. Donc, ça ne veut pas dire que tous les membres doivent partager absolument toutes les connaissances, valeurs et comportements. C'est quelque chose qui va regrouper. Mais il s'agit de connaissances qu'ont les gens, de leurs propres valeurs personnelles et de la manière dont ils se comportent. Et ça va permettre à une entreprise de se distinguer des autres. Et en général, elle se distingue en mettant en place des règles de vie qui vont être spécifiques. Donc là, alors, je sais que j'ai pris un exemple caricatural, hein, les toilettes pour les personnes de couleur, mais du coup, eux, ils abolissent cette règle. Ça marche très bien. Et c'est ça qui va les différencier d'autres entreprises. Sa culture managériale, comment on fait pour manager des personnes, pour amener de la bienveillance, pour amener de l'exigence, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une personne avec qui ça ne se passe pas bien, etc. Et le mode de prise de décision. Le mode de prise de décision, en général, c'est une entreprise, la manière dont elle va définir qui prend les décisions, donc est-ce qu'il faut un niveau hiérarchique ou pas, et comment il la communique. Juste en définissant ces quelques éléments, normalement, une entreprise, elle va avancer un peu plus dans la définition de sa culture d'entreprise et en général, elle va juste se distinguer d'autres entreprises qui auront des fonctionnements différents. Bon, ça, c'est la slide un tout petit peu théorique, juste pour s'assurer qu'on parle de la même chose ensuite. Concrètement, pour travailler sur la culture d'entreprise, ah oui, j'oublie un dernier petit point, à ne pas confondre avec la mission d'une entreprise. La mission d'une entreprise, ça peut avoir un lien avec la culture, mais ce n'est pas la même chose. C'est le pourquoi de l'entreprise. Typiquement, nous, chez Youno, notre pourquoi, notre mission, c'est de rendre la formation plus accessible et plus efficace. Tout ce qu'on doit faire dans l'entreprise va servir cette mission. En général, les entreprises, et c'est la seule brique moi que j'ai développée chez Youno, mais c'est par ça qu'on commence, ce sont les valeurs. On se dit, pour connaître notre culture d'entreprise, on va la formaliser en valeurs. Vous avez vu avec la définition, c'est quelque chose d'assez complexe, on ne peut pas le palper comme ça. Et donc, on va le décliner en valeurs et tout le monde comprendra qu'est-ce qu'est notre culture. Là, je vais commencer à être un petit peu provoquant. Dans beaucoup d'entreprises, j'y ai directement participé, donc je le dis en toute humilité, parce que la première fois que j'ai fait des valeurs, c'était un peu ce qui va suivre. On a des valeurs qui ne sont pas vraiment des valeurs et qui en plus n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que ça ne va pas avoir de vrai impact dans l'entreprise, la manière dont on aura formalisé les valeurs. Et le cliché de ces valeurs-là, je suis désolé si dans vos entreprises il y a ça, et je suis super ouvert au débat, mais maintenant ma conviction elle est faite, c'est que des valeurs comme sens du client, qualité, innovation, vous pouvez rajouter des trucs comme respect des collègues, ce ne sont pas des vraies valeurs qui pourront avoir un impact. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui ne sont pas importantes pour votre entreprise, mais si on reprend la définition que je vous donnais juste avant, ce n'est pas ça qui va permettre de se différencier d'une entreprise. Toute entreprise a un rapport à la qualité de ce qu'elle veut délivrer. Quasiment toutes les entreprises se veulent innovantes à un moment ou à un autre. Je ne connais pas d'entreprise qui ne veut pas avoir de sens du client. Donc ça, en fait, je ne sais pas comment les définir, mais ce ne sont pas vraiment des valeurs. Et en tout cas, si on les met en tant que valeurs, pour moi, ça n'aura pas d'impact parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est générique, qui s'applique un peu à toutes les boîtes. Ce n'est pas suffisamment précis parce que qualité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça peut vouloir, c'est quelque chose qui est hyper interprétable et ça reste relatif. Ça va varier, même si on le définit un peu plus précisément, d'une entreprise à une autre. Donc, de mon point de vue, ça ne peut pas avoir d'impact. Maintenant que j'ai dit ça, si on veut formaliser sa culture d'entreprise, et en tout cas la manière dont on l'a fait chez Youno pour avoir de l'impact, je me suis inspiré de pas mal de gens qui ont fait ça avant moi, hein, je ne l'ai certainement pas inventé, c'est un sujet assez complexe. On a réuni des ingrédients qui nous ont paru pertinents dans d'autres entreprises, qui avaient des valeurs, qui avaient 3 caractéristiques. Clivante. Donc, clivante, ça veut dire qu'il faut y aller fort sur un sujet.
Typiquement, si on veut une valeur sur la qualité, il ne faut pas dire on est sensible à la qualité. Il faut dire on veut une qualité de très très haut niveau ou on veut la qualité minimum, mais choisir son camp, entre guillemets. Différenciante, c'est en quoi on pourrait se différencier d'une autre entreprise sur le sujet de la valeur qu'on a choisie. Et le moins intuitif, c'est réversible. Il y a pas mal d'experts du sujet, et je les rejoins dans quasiment tous les cas, ça ne marche pas partout, mais dans 90% des cas, c'est qu'une valeur sera suffisamment clivante et différenciante si une autre entreprise pourrait avoir la valeur inverse. Alors, on va prendre des exemples, mais la valeur opposée. L'exemple le plus connu dans le monde sur lequel il y a le plus d'experts qui se prononcent, j'ai repris le même juste parce que c'est le plus parlant, c'est justement quand on veut définir une valeur sur la qualité. Facebook avait fait beaucoup parler d'eux en disant, nous, notre valeur, c'est done is better than perfect, mieux vaut fait que parfait. Eux, ils ont choisi leur bataille de dire, on ne veut pas que ce que les gens fassent au quotidien dans leur travail et dans le produit du réseau social qui est Facebook, ça soit à chaque fois quelque chose d'excellent. On veut juste que ce soit fait. Donc eux, ils ont choisi leur camp pour une valeur clivante de on ne veut pas un haut niveau de qualité. C'est différenciant dans le sens où il y a plein d'autres boîtes où c'est pas du tout la même chose. Et surtout, c'est réversible parce qu'il y a d'autres entreprises qui, au contraire, disent nous, on vise l'excellence. Donc, tant que ce n'est pas un très haut niveau de qualité, tant pis si ce n'est pas fait, parce que chaque produit ou chaque travail ou chaque projet qu'on va sortir devra atteindre un très haut niveau de qualité. Ça, c'est l'exemple peut-être le plus simple que je puisse vous donner pour rejoindre les sujets clivants, différenciants et réversibles. Et avant de voir si vous avez déjà des questions là-dessus, qu'est-ce que ça donne chez YouKnow? Quand on a appliqué ça, nous, on a 4 valeurs chez YouKnow, on est en train de mettre à jour en ce moment. La première, c'est la valeur qui nous sert à définir le rapport qu'on a entre les différentes personnes au sein de l'équipe YouKnow. Donc, on l'a appelé Team First. Team First, ça veut dire chez nous, l'intérêt collectif prime toujours sur l'intérêt individuel. Si on reprend les 3 éléments que je vous donnais au début, les valeurs clivantes, différenciantes et réversibles, le mot « toujours », il nous permet d'avoir quelque chose de clivant, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de situation chez YouKnow qui sera autorisée dans notre culture d'entreprise où on va favoriser un intérêt individuel au détriment du collectif. En théorie, ce n'est pas censé arriver. Alors après, ça peut arriver, on verra comment ça se passe, mais notre valeur veut dire que tous les comportements doivent favoriser le collectif et non l'individuel. Deuxième exemple, là, c'est le rapport à la qualité du travail qu'on fournit, pas forcément la qualité du produit final, donc nos formations, mais la manière dont on travaille. Donc, nous, on l'a appelé Work Smart. Et Work Smart, la baseline, qui est souvent en fait la vraie signification de la valeur, c'est la qualité du travail importe plus que la quantité. Donc, chez nous, on a choisi de dire, si une personne a 10 projets à réaliser, on préfère qu'elle en fasse 8 et qu'elle les fasse mieux en termes de méthodologie de travail, cadrage et livrable, plutôt qu'elle en fasse 10 ou 12 et qu'elle néglige la qualité de son travail. C'est notre manière d'avoir choisi un combat sur la qualité plutôt que la quantité. C'est différenciant parce qu'il y a plein d'entreprises qui font différemment et surtout, c'est réversible parce qu'il y a des entreprises qui, au contraire, disent « nous, le but, c'est… je vais prendre des clichés, mais dans les secteurs des cabinets d'avocats que j'ai connus dans une ancienne vie professionnelle, on ne valorise pas forcément la qualité du travail, mais plus la quantité de dossiers qu'on abat. Ce n'est pas que c'est bien ou ce n'est pas bien, mais cette valeur nous a permis de choisir notre camp pour aider les gens à définir la manière dont ils vont travailler. Troisième exemple, là, c'est le rapport à l'équilibre qu'on veut que l'équipe ait chez YouKnow. Nous, on l'a appelé Take Care. Take Care, la baseline de cette valeur et la définition, c'est qu'il est indispensable de prendre soin de soi et des autres. C'est clivant dans le sens où, là, c'est le mot indispensable qui nous aide à être clivant, c'est que c'est quelque chose qui est non négociable. Peu importe le niveau d'ambition qu'on mettra, la charge de travail, les événements que vont traverser l'entreprise, on ne négociera pas sur l'équilibre et la santé mentale, psychologique et physique de l'équipe. Et on doit aussi faire attention à celle des autres. Et c'est réversible. Alors, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui l'affichent comme valeur, mais il y a des entreprises dont ça fait partie de la culture de dire, souvent c'est les cabinets de conseil, ils ont un terme qui ne me revient pas,
où il compare à un terme de machine, où en fait, on est là pour essorer les consultants, pour qu'ils crachent tout ce qu'ils peuvent pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et c'est pas grave si au bout de 2 ou 3 ans, ils partent ou qu'ils font des burn-out. Il y a des boîtes dont c'est la culture. Alors là, j'ai du mal à dire, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, parce que moi, ça me choque, mais c'est une culture d'entreprise. Et enfin, Move Fast, ça, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, c'est notre rapport à la vitesse à laquelle on veut aller. Nous, on est sur un enjeu où la formation digitale, elle n'a pas beaucoup de temps pour s'implanter dans le marché français, encore moins depuis qu'il y a le Covid qui oblige encore plus à se former à distance. Et donc, il faudra que dans nos décisions, comportements et initiatives, on intègre systématiquement un enjeu de vitesse, mais qui ne se fasse pas au détriment de la santé, de la qualité de notre travail et des relations qu'on a au sein de l'équipe. Voilà, alors je le fais volontairement de manière très courte pour qu'on puisse directement échanger si vous avez déjà des questions sur, ou des réactions par rapport aux valeurs que vous avez mis en place dans votre entreprise ou des désaccords. Je pense que ça peut être intéressant. Vu que j'ai partagé mon écran, je ne vois plus les... Oui, oui, allez-y si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce stade? Alors Pierre, il n'y avait pas forcément beaucoup de questions. Tu avais effectivement une réponse, une réaction tout à l'heure de Françoise qui disait que ce sont des valeurs mais pas différenciantes, et c'était sur ta première slide. Mais du coup, tu es revenu dessus. Et pour peut-être lancer la catégorisation, juste je réagis sur une phrase que tu as dit. Tu as dit des valeurs qu'on est en train de revoir. Oui. Comment tu décides de revoir ou pas des valeurs? Quand est-ce que tu dis celles-là sont probablement obsolètes? En fait, une culture d'entreprise, ça évolue dans le temps. Déjà parce qu'au début, on a du mal à la palper, à la connaître, et encore plus dans une entreprise qui grossit très vite. Ce qui fait la culture d'entreprise, c'est aussi les personnes qui composent l'entreprise. Ce n'est pas juste je sais pas, le dirigeant et le DRH. Ça, c'est absurde. Ils peuvent essayer d'imposer des valeurs, mais ce n'est pas eux qui vont définir la culture d'un groupe. Ça, par défaut, ça ne se décrète pas une culture d'entreprise. Et quand une entreprise a du turnover ou recrute beaucoup de monde, ou les deux à la fois, vu qu'elle fait bouger son groupe, il va y avoir des valeurs qui vont être moins d'actualité, ou de nouvelles valeurs qui vont s'ajouter. Et pareil, en fonction de la situation que traverse l'entreprise. Si elle traverse des crises, si au contraire, ça va très bien. Avec le Covid, il y a eu des nouveaux rapports aux relations de travail, à la qualité du travail, à l'équilibre des gens. Et du coup, c'est quelque chose de vivant. Et pour bien suivre ça, les valeurs, elles évoluent. Donc nous, on avait des valeurs qu'on a mis en place il y a 4 ans et demi maintenant. Et on les a changées début 2019 pour en supprimer une qui était plus d'actualité et modifier le contenu de certaines. Et là, en fait, depuis 2019, il s'est passé tellement de choses, et notamment l'an dernier, qu'on s'est aperçu qu'il y a des trucs qui parlaient plus trop à l'équipe et qui étaient... En fait, c'était tellement acquis que c'était plus trop nécessaire de le mettre dans des valeurs. Et donc, on s'est dit, nous, on va mettre l'accent sur les sujets qui sont les plus importants dans notre culture d'aujourd'hui et qui représentent le mieux l'équipe. Et donc là, en fait, les 4 que je vous mets là, ce sont l'équipe, je ne l'aurais pas encore présenté, je les présente au manager dans 2 semaines. C'est notre mise à jour, ce n'est pas une refonte totale des valeurs. Je ne connais pas de boîte qui ait fait des refontes totales de valeurs, mais peut-être que s'il y a de gros changements, ça peut impliquer ça. En général, moi, les entreprises qui m'ont inspiré ont justement dit on a toujours 2 ou 3 valeurs qui resteront éternellement, et par contre, il y en a d'autres qui vont changer selon l'étape de l'entreprise ou l'évolution de l'équipe. Et comment justement comment tu sens ce besoin de changer dans tes équipes? Alors, concrètement, à partir du moment où les valeurs elles sont bien connues dans l'équipe, on va y faire référence assez souvent, de dire tiens, là j'ai pris telle décision, moi en tant que DRH, pour favoriser l'intérêt collectif au détriment de l'intérêt, sans que ça se... Pardon, pour empêcher qu'il y ait un intérêt individuel qui soit favorisé au détriment de l'intérêt collectif. Et je l'ai fait en lien avec notre valeur. Souvent, quand on prend des décisions ou des initiatives ou qu'on veut valoriser un comportement ou quelque chose qui a été fait, on fait le lien avec la valeur. Et quand on la cite moins souvent, en général, c'est qu'elle commence à être moins d'actualité. Une manière encore plus concrète de le faire, c'est pour ceux qui travaillent sur des outils comme Slack ou autres, on peut mettre des emojis sur différents messages. Et c'est très simple de créer des emojis à l'effigie des valeurs
pour que les gens puissent régulièrement dire « Tiens, bah, ça, je trouve que c'est en phase avec telle ou telle valeur. » Ça, mettre l'emoji, ça va plus vite. Bah, si on voit qu'il y a un emoji qui ne sort jamais dans les statistiques, c'est que soit ça ne parle pas aux gens, elle n'est pas bien comprise, soit c'est une valeur qui est moins d'actualité. En tout cas, moi, ce sont mes deux critères quand on les cite ou quand elles sont identifiées par des emojis. C'est dans notre culture, hein, on est une culture un peu geek et à l'écrit, donc nous, les emojis ont de l'importance. C'est comme ça qu'on voit plus notre intuition sur les sujets. Je ne saurais pas donner de règles. Ok, non, mais c'est parfait. Il y a plusieurs questions dans le chat. La première de Karine, comment faire évoluer ou changer des valeurs qui ont été posées par les fondateurs, mais qui sont peut-être aujourd'hui trop génériques ou plus du tout adaptées? Alors là, moi, l'approche que j'aurais, ce serait de demander aux fondateurs qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette valeur. Parce que si elle est trop générique ou qu'elle est plus adaptée, normalement, en théorie, ils devraient pêcher sur l'impact réel que ça a. Et ça aura au moins le mérite de créer une discussion sur le fait qu'on ait cette valeur, à quoi ça nous sert. Et s'il n'y a aucun impact réel, après on va prendre des exemples très clivants, hein, mais s'il n'y a vraiment aucun impact et que c'est juste pour se rassurer ou pour la marque employeur, ça veut dire que ce n'est plus une valeur qui a de l'impact. Et donc normalement, ça devrait aider les fondateurs à se dire « Ok, on met de côté cette valeur », sauf si de leur point de vue, il faut afficher cette valeur en termes de marque employeur. Mais ça ne sert pas notre cause qui est de formaliser la vraie culture dans l'entreprise. Et surtout, ça représente des dangers, parce qu'on va revenir à pourquoi est-ce qu'on en est là. C'est aussi par rapport aux enjeux de recrutement et de fidélisation. Si on a des valeurs qui sont trop marketing, ça crée un décalage entre ce qu'on fait penser et la réalité de l'entreprise. Et en général, ça a beaucoup de conséquences qu'on ne veut pas avoir dans l'entreprise quand on est RH. Et on a également Françoise qui nous exprimait son avis, qui nous disait que les valeurs peuvent évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise, et c'était un petit peu ce dont on parlait précédemment, et elles se construisent avec les membres de l'équipe. Elle a mieux répondu que moi, c'était beaucoup plus synthétique. Merci Françoise. Et on a Séverine qui demande, du coup, quelle entreprise vous en semble inspirante pour définir ces valeurs? Donc j'imagine celles qui sont affichées là. Ouais, alors vous le verrez dans une slide en annexe, selon vos questions, j'irai directement. Je vous ai mis quelques entreprises inspirantes, mais aujourd'hui, de mon point de vue, les plus inspirantes, c'est Toucan Toco. Et en plus, ils font un travail où ils communiquent sur comment ils construisent et pourquoi ils les font évoluer. Ils font une super pédagogie là-dessus. L'entreprise Alan, qui est plus récente et que vous connaissez probablement, qui est une start-up RH. Moi, l'une de celles qui m'a inspiré, même si elle est un peu plus controversée, c'est The Family, où leurs 3 valeurs, c'est Dare, Care et Share. En gros, fais attention à l'impact que tu as, à l'impact sur les autres et partage tout ce que tu peux partager, en interne et en externe. Netflix, leurs valeurs ne sont pas forcément inspirantes pour tout le monde, mais ils ont fait un deck qui est très connu, donc un jeu de slides où ils expliquent pourquoi ils ont choisi telle et telle valeur et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc même si on n'est pas d'accord avec ce que fait Netflix, moi je trouve que c'est un bon document. Et à la fin, il y aura une liste un petit peu plus complète. Moi, c'est globalement celles qui m'ont inspiré, soit pour les créer, soit pour les mettre à jour. Merci. Alors, ça y est, je vois les questions. Il y en a qui disent, oui, certaines affichent des valeurs pour faire joli. Ça, c'est pour moi le plus gros danger, c'est les valeurs bullshit. Qu'elles aient un vrai impact ou non quand c'est bullshit, mais je vais en reparler juste après. Izzy demande si on indique nos valeurs dans l'offre de recrutement. On ne le met pas directement dans l'offre de poste, mais c'est sur notre page employeur. Et dès qu'il y a un candidat qui rejoint le process, il reçoit un document avec les valeurs détaillées. Là aussi, dont je vous reparlerai juste après. Et François. Ouais, juste une question que tu as loupée d'Abdelkrim qui te demande comment tu as réussi à impliquer ton COMEX, ton CODIR. Ah oui, pardon, Abdelkrim. Vu que nous, on est une petite entreprise, c'était un sujet de fait sur lequel les fondateurs ont voulu s'impliquer assez rapidement. Donc, je n'ai pas eu besoin de trop attirer leur attention là-dessus. Ils étaient un peu convaincus à l'avance. Mais quand j'ai eu besoin de les rappeler à leurs responsabilités pour qu'ils communiquent régulièrement sur les valeurs et qui m'aident à garder ce sujet comme prioritaire quand il y a d'autres priorités qui arrivent, comme le business ou autre, en général, je leur montre soit les périodes dans lesquelles on n'avait pas formalisé les valeurs et à quel point ça n'aidait pas l'entreprise. Je prends des exemples concrets. Je vais vous en donner tout à l'heure. Soit inversement,
vu qu'ils sont quand même plutôt à jour sur l'impact des valeurs, je les aide juste à prendre un peu de recul et je leur dis, en fait, si sur le moyen terme, vous voulez faire ça, le sujet de la culture d'entreprise et des valeurs est non négociable. OK, à court terme, ça va prendre du temps à l'équipe, ça va vous prendre du temps à vous, et ça ne va pas de suite servir les priorités de la boîte je ne sais pas, du mois prochain qui sont business parce qu'on a retard dans les objectifs. Sauf qu'à 3 ou 6 mois, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs, y compris commerciaux, si on n'a pas travaillé sur notre culture d'entreprise. Mais ça ne marche pas quand il y a des DG ou des fondateurs qui ne sont pas du tout convaincus sur le sujet de la culture d'entreprise. Et là, je pense qu'il faut faire un travail un peu plus long et ce n'est pas simple. Mais j'espère que nos échanges d'aujourd'hui vous aideront. Alors, pour ne pas sauter de questions, François parlait d'enquête de mesure de la satisfaction des collaborateurs. C'est vrai qu'en plus, on faisait ça, maintenant je le fais un petit peu moins. À l'époque, on utilisait l'outil Supermood, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres outils de questionnaires où il y a des outils comme Brick qui permettent de mener des enquêtes d'engagement. Et en général, c'est assez facile dans les questions de faire le lien avec les valeurs pour justement voir si les gens considèrent que la valeur est bien appliquée ou si elle leur parle. Et c'est ça qui permet d'identifier si une valeur est bien comprise ou plus d'actualité dans l'entreprise. En tout cas, ça donne de la data un peu fiable pour ne pas se baser que sur des intuitions, de mon point de vue. Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose que tu viens d'affirmer un peu plus tôt? Si j'ai bien compris, tu ne mets pas en avant les valeurs dans tout ce qui est le recrutement, dans les annonces, tu l'envoies après. Donc, ça veut dire que tu vas d'abord chercher des compétences et ensuite, on essaye de faire en sorte que la personne, elle colle aux valeurs de la société. Est-ce que c'est Non, 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 alors je me suis mal exprimé. En fait, ce que je disais pour répondre à la question d'Isis, c'est que je n'intègre pas le nom et le détail des valeurs dans l'offre de poste. Par contre, pour arriver à l'offre de poste, on arrive sur la page employeur où là, il y a un résumé des valeurs. Peu importe ce qu'on recherche sur la marque employeur de Youno, dans 8 cas sur 10, si je fais bien mon travail, on va tomber sur quelque chose qui parle de nos valeurs avec des exemples concrets, des vidéos, des articles, on communique beaucoup justement pour être sûr que les gens puissent avoir un premier aperçu. Et dès que la personne entre dans le process de recrutement, là, elle est confrontée à nos valeurs dans les entretiens et c'est une petite partie que je vous ai préparée pour après, il va y avoir un entretien qui va être dédié à notre mission et à notre culture d'entreprise. Donc, c'est au contraire fortement intégré pour justement gérer l'enjeu de fidéliser de filtrer dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme les candidats avant et pendant le process de recrutement. Ça, je le détaille juste après. David demande. La prochaine question, c'était David. Je ne sais pas si c'était dans un contexte, mais faut-il changer les valeurs ou mettre en place des actions pour les révéler? Oui, il me faudrait des précisions parce que je suis peut-être intervenu effectivement à un moment. David, si vous voulez pas prendre la parole directement. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Oui, je voulais réagir par rapport à effectivement ce que tu disais, c'est si les valeurs sont pas, ne sont pas, n'existent pas, peut-être c'est le moment de les mettre de côté. Mais en tant que CEO, si moi j'ai mis une valeur qui est peut-être l'excellence et qu'effectivement dans l'entreprise ça ne se ressent pas, la question que je me pose, c'est est-ce que notre rôle n'est pas plutôt de se dire ok, cette valeur-là, c'est peut-être pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est peut-être que l'organisation ne permet pas de la mettre de la révéler et ne pas lâcher une valeur parfois, un peu, ne pas couper, ne pas niveler vers le bas en disant bon, cette valeur, on la met de côté. Et peut-être avoir des actions stratégiques pour dire ok, cette valeur, elle est vraiment stratégique pour nous, mais elle n'est pas comprise, elle n'est pas mise en œuvre dans l'entreprise, et donc du coup essayer de travailler avec les managers, avec des points relais pour avoir des preuves de ces valeurs. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Moi, je mettrais, pour faciliter ça, je mettrais les valeurs dans 2 catégories. Il y a les valeurs qui émergent naturellement de la culture d'entreprise, auxquelles les gens adhèrent facilement et ça fait sens directement. Chez nous, typiquement, Team First et Take Care, donc les 2 valeurs humaines, entre guillemets, tout le monde y adhère de base et elles vivent naturellement. Move Fast, c'est une valeur qu'on a mise en place parce qu'on voulait que notre culture d'entreprise s'oriente un peu plus là-dessus. On commençait à être dans la vitesse, donc c'était déjà une valeur,
mais pas une valeur aussi naturelle. Et du coup, ça nécessitait plus d'action pour que ça soit un de nos nouveaux idéaux et que la culture d'entreprise tende vers ça. Donc, en fait, il y a aussi deux types de valeurs, celles qui viennent des équipes, qui remontent, et il y a celles qui sont dictées au départ comme un cadre non négociable. Et ben ça dépend. Moi, je pensais vraiment ça au début. Et Ouais. du coup, quand j'ai fait remonter des valeurs de l'équipe, alors qu'on n'avait pas recruté en fonction des valeurs, les fondateurs m'ont dit, mais ça ne peut pas être des valeurs, ça ne nous parle pas. Et en fait, ben, j'ai recommencé tout mon travail parce que j'étais d'accord avec eux, de me dire, soit on met en place les valeurs dès le début d'une entreprise et on recrute tout le monde en fonction de ces valeurs. Et du coup, l'équipe peut très facilement aider à renouveler les valeurs. Soit on n'a pas travaillé sur les valeurs, on a recruté indépendamment de ça. Et il va y avoir un différentiel entre les valeurs des fondateurs, dirigeants et de l'équipe. Et en fait, ça, moi, je ne sais pas comment adresser ce problème-là qui est assez compliqué. Je pense qu'il faut des gens plus expérimentés sur le sujet parce que, par définition, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les valeurs qui sont les valeurs de l'entreprise et ça pose 1000 problèmes. Et alors ça, par contre, je ne sais pas, moi, adresser ce problème. Moi, j'ai un DG qui m'a dit, il n'y a pas de valeur dans notre boîte. En fait, les valeurs, c'est un peu McDo, c'est venez comme vous êtes. Et je veux pas de valeur, je veux que les gens viennent comme ils sont et que ça fasse un mélange hétérogène et un ADN très diversifié. Sur la partie RH, c'est compliqué. Hein. Alors, j'imagine que c'est compliqué, mais en même temps, c'est sa culture. Moi, j'ai entendu dans une conférence, quand je suivais ces sujets, il y a quelqu'un qui a dit, moi, c'était une DRH qui disait, moi, les deux fondateurs, ils me disent, chez nous, il n'y a pas de culture d'entreprise, on s'en fout. Et l'intervenante lui a répondu quelque chose de très juste, qui était, bah, c'est ça votre culture d'entreprise, c'est qu'en fait, vous ne vous intéressez pas trop à la culture et que ce n'est pas un sujet important. C'est ça votre culture d'entreprise à vous. En fait, on ne peut pas ne pas en avoir. Alors, par contre, effectivement, pour rejoindre ta conclusion, David, bah, en tant que RH, quand on a des fondateurs comme ça, c'est assez chaud parce que moi, les valeurs, elles me guident dans tous mes process RH et dans les décisions que je prends. Donc, s'il n'y en avait pas… Et puis, en fait, je pense aussi que les collaborateurs, ils ont besoin pour s'engager de se reconnaître, d'avoir une espèce d'effet miroir. Et du coup, effectivement, c'était une problématique que j'avais dans cette entreprise sur l'engagement des collaborateurs en interne. Ouais, bah ça rejoint ça rejoint la question de Sonia sur comment on fait quand on a fait un consensus, parce qu'il y avait beaucoup de salariés, diversité, et du coup, c'est un peu un compromis. Bah, à mon sens, alors comment on fait? Bah, c'est assez compliqué, je n'ai pas trop la réponse. Par Ah non, contre, ce qui est sûr, c'est que les valeurs, si elles sont issues d'un consensus, elles ne peuvent pas avoir vraiment un impact et elles peuvent satisfaire des dirigeants qui se disent, OK, on a mis en place des valeurs, mais je ne suis pas sûr que les gens s'y retrouvent et donnent du sens, comme tu décris, David. En fait, elles n'auront pas d'impact. C'est ça, moi, le problème que je soulève sans amener toutes les solutions. S'il y a d'autres, je vois qu'il y a encore, non, on a peut-être fait le tour. Sinon, je vous propose qu'on avance parce qu'on commence à aborder quelques sujets sur lesquels j'ai des exemples juste après, histoire qu'on tienne le timing. Ça… J'avais une question, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Donc Thomas Sylvain, voilà, j'ai mis ma caméra comme ça, je vois tout le monde me voit surtout. Donc merci déjà pour cette présentation, c'est très intéressant. Je connaissais Uno déjà un petit peu et donc là je le découvre encore plus. Donc c'est très intéressant. Moi, sur la notion de recrutement, qui est ma fonction au sein de… Je travaille pour le groupe Les Écoles Parisiens. Et sur les aspects recrutement, aujourd'hui, moi, j'ai des profils que je vais cibler en particulier. Et par rapport à ma culture d'entreprise, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que j'ai pas intérêt aujourd'hui, compte tenu du marché et de certains métiers qui sont très tendus, à adapter ma culture d'entreprise à certains profils. À savoir que si je veux des profils compétents dans leur domaine, est-ce que j'ai pas intérêt aussi à m'adapter à ces profils plutôt que de dire, bah, en fait, je cherche à prendre le profil qui va s'adapter à moi? Parce que ça, c'est un postulat qui est peut-être valable pour certains métiers et qui, pour d'autres, est beaucoup plus complexe. Je pense notamment pour votre activité, pour les métiers de développeur ou des métiers tech, on n'a pas l'embarras du choix sur le marché du travail. Donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut s'adapter pour s'adresser à ces profils-là? Euh, Est-ce qu'on doit s'adapter finalement?
Je pense qu'on peut s'adapter si on reste si on s'éloigne pas trop de la culture de base. Parce que si tu pars trop loin de ta culture d'entreprise, le risque, c'est que toi, après, tu t'y retrouves plus trop et que tu incarnes pas les valeurs que tu as intégrées dans ta culture, au moins de visu. Et du coup, à moyen terme, ça marche pas trop. J'ai un exemple, moi, dans le sens de ce que tu dis. Nous, un tiers de l'équipe, c'est une équipe de développeurs. On était ouvert au télétravail, on avait déjà une bonne culture du télétravail, mais par contre, assez fermé à l'idée de personnes qui étaient en 100% télétravail. Nos excuses, entre guillemets, parce qu'on a changé depuis, mais nos croyances, c'était, en fait, s'il y a des gens qui viennent jamais au bureau, on ne va pas nouer d'aussi bonnes relations avec eux. On est une petite équipe et on est au début d'une aventure qui est assez risquée vu qu'on est une start-up. Donc, il faut absolument qu'on puisse nouer des relations plus fortes avec les gens. C'était nos croyances et du coup, c'était ça notre culture. Et en fait, on a commencé à avoir de plus en plus de mal à recruter des développeurs ou des développeurs internes qui nous disaient « mais nous, on veut être en full remote, ça ne sert à rien, même quand on vient au bureau, on échange quasiment que via l'outil Slack ou autre, parce qu'ils ont une culture de l'écrit très, très forte. » Et en fait, à force de discussion, ce n'est pas nous qui nous sommes dit « on va s'adapter », mais on s'est dit ils ont raison et ça nous parle un peu, on va essayer. On a essayé, ça a super bien marché et du coup, ça a fait évoluer notre culture. On a amené un peu plus de flexibilité. Donc nous, c'était dans la valeur take care parce que ça leur permettait à eux d'avoir l'équilibre qu'ils cherchaient. Et maintenant, ça a vraiment fait partie de notre culture. Si ça vient dans ce sens-là, je pense que c'est un peu mieux parce que ça évite de tester des choses qui seront en dehors de tes propres valeurs à toi. Et donc là, c'est la notion de volume, parce que c'est un tiers de l'équipe, elle a joué un rôle important sur la décision. Oui. Si c'était 2 personnes, ça n'aurait pas été aussi considéré. Ma réponse va être limitée, mais moi, en tant que RH, j'aurais clairement dit au CEO, ça ne vaut pas le coup de faire évoluer notre culture si nous, ça ne nous parle pas ou qu'on n'est pas sûr que ça nous parle, juste pour une ou deux personnes, parce qu'on va forcer le trait. Et si on force le trait, en fait, juste le fait que nos valeurs soient un peu décalées par rapport à la culture réelle de la boîte fait qu'elles auront moins d'impact. Et donc, je leur ai dit, ça ne vaut pas le coup, mais fais ton choix et on peut tester pendant 6 mois. L'avantage, c'est que c'est des décisions qui sont réversibles et on a vu les valeurs, elles évoluent. Donc, ma réponse est un peu limitée, mais je commencerai comme ça. Si je peux faire un commentaire par rapport à ce que vient de dire Pierre, le fait que ce soit un grand nombre, que ce soit un tiers de l'équipe, ça rejoint la valeur Team First aussi, en fait. C'est le collectif d'abord, donc le plus grand nombre d'abord. Ouais, j'aurais pu faire ce lien complètement. Je ne l'ai pas fait, mais je suis d'accord, Françoise. Merci en tout cas. Alors, pour continuer dans les exemples, mais cette fois-ci déclinés de manière un petit peu plus concrète, pour qu'on voit, je vous ai dit, le but, ce n'est pas d'avoir des valeurs bullshit. C'est quand même très difficile de bien faire l'exercice. Et donc là, je vais vous donner les exemples qui, pour moi, illustrent le mieux l'impact que ça a dans notre entreprise, sans vous dire que c'est parfait. Hein. Je ne viens pas là en tant qu'expert, je viens là en tant que témoin de comment on a fait nous et de quoi on est content ou pas. Premier exemple, l'articulation entre la valeur work smart sur la qualité du travail et la valeur take care sur c'est important de prendre soin de soi et des autres, elle nous a clairement aidé à définir notre rapport au feedback dans l'entreprise. On se cherchait. Au début, on était dans le cliché de l'entreprise jeune bisounours qui n'ose pas dire les choses qui ne vont pas bien parce qu'on se disait on ne veut pas tomber dans les travers des boîtes qui sont trop sévères. Et du coup, on en oubliait le niveau d'exigence. Quand on a travaillé sur les valeurs, ne me demandez pas comment, c'est psychologique, ou, enfin, c'est le principe de ces sujets qui sont flous et complexes. Ça a clairement juste aidé les discussions avec tous les directeurs de dire, mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est à la fois être bienveillant et exigeant, et nos valeurs nous disent qu'il faut articuler les deux. On ne peut jamais atteindre une valeur à 100%. Et donc, pour que ça soit concret, on va définir la manière dont on fait des feedbacks et on va intégrer ces deux éléments, les liens aux valeurs. Et c'est à partir de ce moment-là, alors peut-être que pour certains c'est évident, pour nous à l'époque ça ne l'était vraiment pas, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit à l'équipe, la manière la plus fidèle à notre culture de faire des feedbacks à ses collègues, c'est de toujours avoir un bon équilibre entre le niveau de bienveillance qu'on met et le niveau d'exigence. Et après, on a travaillé là-dessus et en fait, ça nous a donné un cadre.
Alors, quand on a travaillé dessus, on s'est dit, pour être bienveillant, il faut toujours faire un feedback à l'oral, il faut l'assortir d'une proposition d'aide. Ça, c'est la manière d'être bienveillant et de montrer qu'on veut faire progresser la personne. Et la manière d'être exigeant, c'est d'être factuel et direct pour ne pas tourner autour du pot, essayer d'arrondir les angles et d'aider la personne à identifier directement l'attente qui est vis-à-vis d'elle. Sans les valeurs, je pense qu'on aurait galéré un peu plus longtemps. Alors, on aurait trouvé d'autres modèles sur des boîtes qui font des feedbacks, mais ça ne nous aurait pas aidé tout seul. Moi, c'était salutaire l'avant-après qu'on ait mis en place nos valeurs quand on parlait des feedbacks. Le deuxième exemple, là, il est dans la valeur Team First. Notre vision de comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les intérêts individuels ne soient jamais favorisés au détriment de l'intérêt collectif, c'était de dire, en général, dans les entreprises, l'information, elle est source de pouvoir. Du coup, chez nous, on veut que tout le monde ait accès à toutes les informations. Donc, on a tout partagé du jour au lendemain. C'était compatible avec notre culture, donc ça ne nous a pas coûté beaucoup, mais on avait quand même un petit peu peur. Et moi, en tant que RH, je me suis posé la question de quelles sont les informations qu'il faut que je partage. Alors évidemment, les informations sensibles sur un conflit ou un départ d'une personne, ça, on ne peut pas appliquer de la transparence parce que ça ira à l'encontre même des intérêts de la personne, sans parler du volet juridique. Par contre, sur le reste, on s'est dit, on va appliquer la transparence de manière radicale et on va l'appliquer jusqu'à tous les sujets dans l'entreprise, y compris les salaires. Ça nous a... Même si on se posait la question de le faire, je dirais que ça nous a confortés dans l'idée que c'était notre vision de la transparence pour bien servir et remonter ce que je vous ai dit. Le fait que tout le monde doit avoir toutes les informations. Ce n'est pas parce que tu es manager ou que tu es RH que tu dois avoir plus d'informations que d'autres personnes. Et en plus, la transparence des salaires sert d'autres sujets comme la prévention des discriminations, même si ça ne résout pas tout, et plein d'autres sujets qui nous étaient chers. Sans les valeurs, peut-être qu'on aurait fini par tester la transparence des salaires, mais je pense que ça aurait été moins stable et peut-être qu'on serait revenu dessus entre-temps. Là, aujourd'hui, moi, je considère que la transparence des salaires fera long feu chez Youno parce qu'elle est liée à des intérêts directs qui sont liés à notre culture. Il y a Benoît qui demande si c'est fixe et variable. Alors, ce sont les salaires qu'on met sur le contrat de travail, donc le package fixe, variable et épargne salariale. Par contre, on n'a pas poussé la transparence sur le salaire perçu, parce que typiquement, un commercial qui n'a pas son variable parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs, ça, on ne voit pas l'intérêt de le communiquer. Au contraire, ce ne serait pas take care chez nous. Et on le fait pour tout le monde, CEO inclus. Il n'y a pas de secret sur les salaires des personnes. Et le troisième exemple qui a eu lieu l'an dernier, je vous ai dit qu'on avait une valeur Move Fast, et en fait qu'on est en train de remettre parce qu'on l'avait sorti et juste c'est tellement dans notre culture que c'est quelque chose qu'on remet. Pendant le Covid, nous, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on s'est retrouvé l'un des seuls organismes 100% à distance à pouvoir maintenir son activité. On a été sursollicité du jour au lendemain puisqu'on est sur les soft skills et il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation à distance qui étaient déjà là-dessus. Et on nous disait, nous, il faut qu'on apprenne à nos managers à former à distance en contexte de crise, ce qui est une formation qu'on n'avait pas. Et c'était naturel pour l'entreprise, et cette valeur nous a aidé à l'expliquer, de dire, là, on a un enjeu de vitesse très particulier pour adresser un besoin marché qui est nouveau. Et normalement, on met 3 mois pour créer une formation. Là, en fait, il y a plein de gens qui sont impliqués. On l'a créé en 3 semaines. Moi, j'ai tourné des vidéos de chez moi. On a fait tout un tas de choses qu'on n'aurait jamais fait. Et si ça n'avait pas été dans notre culture, on aurait dû mettre en place énormément d'efforts pour faire ça et je ne pense même pas que les équipes auraient adhéré en disant mais non, ça nuit à la qualité ou on va travailler trop tard le soir, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on a gardé un bon équilibre de travail. Bref, j'ai pas mal détaillé les exemples. Je vois qu'il y a Jérôme, c'est magnifique. Dans le groupe, il y a Jérôme qui a participé à la création de cette formation justement en 3 semaines, qui lui aussi a fait des vidéos de chez lui, a vu qu'il avait bossé avec toute l'équipe conception, donc il pourra peut-être vous donner un regard externe de comment ça s'est passé. N'hésite pas si tu veux témoigner de ça. Moi, de mon point de vue, c'est ça qui témoigne de notre rapport à la vitesse, que si on n'avait pas, on ne serait pas capable de faire ce genre de choses. Et ce n'est pas juste parce qu'on est petit. Quand je dis qu'on est 45, en fait, c'est plus si petit et on n'a pas l'agilité d'une boîte de 5 personnes où on se dit ça, c'est prioritaire, on le fait et on dépriorise le reste. On a déjà un petit peu d'inertie et c'est normal. Sachant qu'on est 45 dans l'entreprise. Avant de refaire une session de questions-réponses, vu qu'il y avait déjà 3 questions qui portaient là-dessus,
Maintenant que je vous ai donné les exemples concrets, si on revient à l'intérêt qu'a l'entreprise à avoir des vraies valeurs qui ont de l'impact et au sujet de tout début d'ouverture, bah déjà, c'est pour servir le recrutement. Vous allez voir que de mon point de vue, c'est un sujet parmi 5, mais c'est le sujet souvent auquel les gens sont les plus sensibles, donc je commence par ça, qui est qu'une culture d'entreprise attire et filtre. Alors moi, je vous ai mis cette photo j'aime bien les références au film, juste pour essayer de ne pas rester trop corporate. Ça, c'est un film sur des stagiaires chez Google. Et pour moi, cette photo, elle est juste géniale parce qu'il y a des gens qui se diraient oh, génial de voir des personnes en entreprise qui ont des casquettes avec des couleurs comme ça. Moi, j'ai envie de rejoindre cette entreprise. Ça va les attirer, bah, tant mieux, parce que c'est représentatif de la culture de Google qui est parodiée dans ce film. Et inversement, il y en a d'autres qui vont dire, mais ils sont complètement malades. L'entreprise, c'est un endroit sérieux. Moi, je ne mettrai jamais une casquette comme ça. Et bah, tant mieux pour l'entreprise. Ça veut dire qu'elle a juste, avec une photo d'équipe, pu témoigner d'une partie de sa culture d'entreprise et qu'elle n'a pas reçu en entretien des candidats qui, de toute manière, ne se seraient pas vraiment projetés dans l'entreprise. Je vous l'accorde, c'est un peu caricatural comme exemple, mais ça, si on le décline sur plein de sujets, de mon point de vue, ça marche pour attirer et filtrer des candidats. C'est ça qui est l'avantage en recrutement, c'est que, sauf quand vous galérez sur des métiers où de toute manière vous n'avez pas de candidats qui postulent, ce sont des métiers en tension où vous êtes une entreprise qui n'est pas très connue, vous avez un enjeu à ne pas avoir trop de candidats qui sont en dehors de votre scope, mais qui ont juste les bonnes compétences techniques. Pour aller plus loin dans le fait que ça attire et que ça filtre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi tester ça pendant le process de recrutement. C'est-à-dire que, OK, on a affiché nos valeurs, on a pu tomber sur des contenus, des vidéos, des photos d'équipe, une page employeur très détaillée, ça reste du texte et des mots. Il faut y ajouter du contexte pour témoigner de ce qu'est vraiment notre culture d'entreprise. Notre manière de le faire, c'est d'avoir intégré dans les entretiens de recrutement un entretien qui est dédié, on l'appelle l'entretien de fit chez nous, pour tester le fit culturel de la personne. Les deux objectifs de cet entretien, c'est moi en tant que DRH, je veux découvrir la personne, ses valeurs, son rapport au travail, son rapport au relationnel, pour voir si ces valeurs sont compatibles avec notre culture d'entreprise et dire OK, elle a de super compétences techniques, je la projette dans l'entreprise ou je ne la projette pas et je donne un avis. On a régulièrement des débats sur le fait que j'ai un droit de veto ou non, parce que c'est dur à sentir la culture d'entreprise, mais c'est tellement important que s'il n'y a pas de fit, bah, on considère que nous, peu importe si c'est le meilleur commercial développeur, ce que vous voulez de la Terre, bah, il n'aura pas sa place dans notre entreprise parce qu'il y a trop d'enjeux derrière à garder notre culture d'entreprise. Et le deuxième objectif, c'est pour le candidat. C'est que je l'expose à des exemples les plus récents et les plus forts possibles pour qu'ils puissent se dire, en fait, moi, ça me parle de rejoindre une équipe comme ça ou ça ne me parle pas. Sur la transparence des salaires, il y a des gens que ça choque, il y a des managers qui disent, mais moi, je ne saurais pas, déjà, je n'ai pas envie que les gens connaissent mon salaire et de comment je vais gérer les salaires de mon équipe s'ils connaissent les salaires les uns des autres. Il y en a qui vont me demander plus. Bon, bah, quelqu'un qui me dit ça, en général, c'est que ce n'est pas dans sa culture et ça va être trop compliqué de travailler avec lui. Et donc, en général, il y a misfit quand j'ai ce type de discussion. Pareil sur le rapport à la vitesse ou le rapport à la qualité du travail. Ça, c'est un entretien qui dure 1h30. Je vous ai mis quelques éléments dans l'article que je vous enverrai après. Je vous ai dit, il y a quelques documents. C'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à faire parce qu'il faut comprendre un peu les valeurs de la personne en faisant fi du volet séduction qu'elle voudra avoir, parce qu'évidemment, moi, je lui ai envoyé en amont le document de nos valeurs détaillées, que vous recevrez aussi après. Qu'est-ce que veut dire concrètement chaque valeur, des exemples à toutes les déclinaisons managériales, quotidiennes, relationnelles d'équipe, etc. Et donc, quelqu'un qui veut rejoindre l'entreprise va normalement dire qu'il est intéressé, que ça lui parle. Donc, c'est un exercice difficile. Je le fais depuis 3 ans. Je me suis déjà trompé et je le base encore un peu trop sur l'intuition, mais je ne sais pas faire mieux. Et en même temps, c'est tellement important qu'on a convenu que je continuais de faire ça. C'est un peu la limite de ce type d'entretien. Si on était une très grosse boîte et que j'avais une grosse équipe RH, peut-être que je dédierais des personnes à travailler là-dessus pour qu'on aille plus loin via des questionnaires ou via des techniques de recrutement que vous connaissez ou que vous utilisez probablement. Mais nous, on est relativement jeunes en expérience de recrutement, donc on le fait de cette manière-là.
une fois qu'on a parlé du recrutement, vu que je vois qu'il y a des questions avant de parler de la fidélisation et surtout des 3 autres enjeux, peut-être qu'on peut se faire un petit temps de questions-réponses pour que ce soit plus interactif. Effectivement, David t'a demandé quelle technique d'entretien tu utilises pour évaluer justement ça, enfin, l'entretien fit. Alors, concrètement, déjà, je donne les 2 objectifs au début. Les 2 objectifs que je viens de vous donner, je les donne directement au candidat. Il faut être transparent là-dessus. Et je vais dire à la personne que je veux faire connaissance avec elle. Donc, je vais lui poser plein de questions sur ses précédentes expériences, juste pour comprendre quel est son rapport à des situations positives et négatives. Et en général, à partir de ça, c'est relativement facile, pas toujours, mais relativement facile de se dire, OK, bah, la personne, elle est très sensible au fait qu'il faut faire passer l'intérêt d'un groupe avant les intérêts individuels, ou elle est très sensible à garder un bon équilibre ou à prendre soin des autres. Ou au contraire, elle, ce qui lui importe, c'est d'abattre un maximum de dossiers. C'est ça qui est important pour elle. C'est ça qui fait qu'elle sente de la reconnaissance. Donc, je parle de plein d'expériences passées. Et je termine par une question que j'aime pas en temps normal, mais que j'ai changé un peu pour cet entretien, qui est la question du défaut. Souvent, il y a les 3 qualités, les 3 défauts. Moi, ce que j'ai trouvé en testant dans des entretiens, ça marche quasiment systématiquement, c'est de dire à la personne, je veux que tu me parles d'un de tes défauts ou axe d'amélioration, appelle-le comme tu veux. Sache que chez Youno, on a tous plein de défauts. Moi, je te pose cette question juste pour mieux te connaître et tu pourras me retourner la question si tu veux. Mais surtout, je veux que tu me donnes un vrai défaut et que tu me dises, en fait, comment tu comptes progresser là-dessus et qu'est-ce que tu attends de notre part pour t'accompagner. Et poser dans ce contexte avec ces mots, même s'il y a probablement des meilleures manières de le faire encore, en général, la personne, elle va me donner un défaut que je vais pouvoir creuser en disant, dans telle situation, comment ça se manifesterait et qu'est-ce que tu attendrais de l'entreprise. Et moi, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour que la personne, elle se prononce sur son rapport au travail, son rapport à l'équipe, à l'entreprise et à l'équilibre. Et du coup, je sais à peu près quantifier à quel point elle est sensible ou compatible avec nos valeurs. Parce que c'est toujours lié à ces 4 sujets. Donc, c'est des techniques, c'est un peu fort, mais c'est ma manière de faire. Moi, j'ai été confronté à intégrer des sociétés avec des très grosses cultures, dans le bon sens du terme, pour le coup, hein, vraiment avec des pratiques managériales très avancées, etc., etc. Et en fait, il y a un vrai décalage. En fait, les entreprises avec des vraies valeurs affichées et appliquées dans l'entreprise, si je suis optimiste, je vais peut-être dire que ça représente 10% des entreprises. Et 90% du coup des candidats, souvent, n'ont pas eu la chance d'avoir ces belles expériences. Et parfois, en fait, elles n'osent pas en fait, dire clairement ce qu'elles aimeraient, parce qu'en fait, elles se disent, j'ai 9 chances sur 10 de me planter, parce qu'elles n'ont même peut-être jamais rencontré une entreprise avec des vraies valeurs, en fait. C'est un exercice très compliqué, en fait, où je trouve que le recruteur doit avoir beaucoup de bienveillance, parce qu'on va avoir des candidats assez timides et précautionneux dans leurs réponses. Après, à charge pour nous de les mettre en confiance au maximum. C'est pour ça que c'est l'un des sujets que j'ai proposé quand on a échangé sur les thèmes de cet atelier, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de retard là-dessus, et sans dire que nous, on est en avance, ou juste on s'est dit c'est un sujet stratégique pour le développement de l'entreprise, c'est un sujet non négociable, typiquement pour l'exemple que tu donnes, David, parce que comment on peut avoir un bon process de recrutement si on ne peut pas libérer la parole sur ces sujets pour s'assurer que tout le monde va bien s'entendre et y trouver son compte, et sinon avoir du turnover dès les premiers mois de l'entreprise. Après, encore faut-il bien le faire. Et là, moi, nous, on est 45, donc c'est peut-être un peu plus facile que quand c'est des très grosses boîtes où je ne sais pas comment je ferais. Si demain, je passais derrière dans une grosse boîte, je suis sûr que l'échelle changerait la réponse à certaines réponses que j'ai amenées. Après, en fait, je pense que c'est peut-être plus impactant dans une entreprise de 45 collaborateurs, parce que forcément, quand on rajoute un élément sur 45, c'est une grosse proportion. Après, je me suis toujours posé la question, effectivement, des recrutements sur des gros groupes. En fait, je pense que quand on recrute 1000 personnes à l'année, que le groupe fait 15 000 personnes, on a beau essayer d'être très sélectif en entretien, je pense qu'à un moment donné,
la représentation de la société se retrouve forcément aussi dans l'entreprise, avec des gens qui sont très dans les valeurs et des gens qui sont finalement très peu in fine, parce que des comportements peuvent se révéler au fil du temps, hein, et d'évolution des gens, en fait. Ouais, mais il y a des boîtes qui réussissent. 360 Learning, Netflix, de ce que j'en suis, parce que peut-être qu'à l'intérieur, ce n'est pas exactement comme ça, ou Alan, alors je ne sais plus combien ils sont, mais eux, leurs enjeux qu'ils ont définis dès le début, c'est d'avoir une culture qui est compatible avec un passage à l'échelle de beaucoup de collaborateurs. Ben alors ça, c'est un niveau, ils sont costauds, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que moi, c'est des boîtes comme ça qui m'ont inspiré, même si nous, on ne veut pas être 300 salariés dans 3 ans. Eux, je trouve qu'ils ont bien adressé ce sujet. Et il y a un bouquin assez intéressant pour donner des clés là-dessus, qui s'appelle, je pense beaucoup de RH le connaissent, Reinventing Organizations, qui montre comment on gère ces sujets à des échelles plus grandes, même si j'imagine que ça se diffuse un peu comme tu le décris, David. Je vois que Séverine demande comment est-ce que je fais pour concilier l'entretien de fit avec le besoin de complémentarité, pas seulement technique, qui semble nécessaire pour constituer une bonne équipe. Alors, ça, c'est une question qu'on s'est vite posée. On s'est dit, mais en fait, si on fait des entretiens de fit et qu'on recrute tout le monde qui a les mêmes valeurs, on va perdre en diversité. Et en fait, alors, peut-être qu'il y en a qui tombent dans ce piège. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est tombé dedans parce que vu qu'on a des valeurs sur des sujets assez précis, ça nous permet quand même d'avoir une diversité culturelle assez forte, puisque les gens ils vont être compatibles sur les valeurs rapport au travail, rapport à la qualité du travail, à l'équilibre et à la vitesse, mais ils vont nous amener tout plein d'autres choses. D'ailleurs, l'exemple des développeurs le montre. On a recruté des gens qui vont aussi venir ajouter d'autres valeurs qui vont faire évoluer la culture d'entreprise. Alors, si ça se passe comme ça, du coup, on ne tombe pas dans le piège. Par contre, ça peut être un piège de recruter des gens qui sont trop similaires parce qu'ils ont exactement les mêmes valeurs. Du coup, on perd en diversité. Et tout ce que je vous dis sur les avantages de la culture d'entreprise sont atténués si on n'a pas une équipe qui a une diversité culturelle importante. Mais ce n'est pas incompatible d'avoir des gens qui partagent quelques mêmes valeurs communes et qui, pour autant, ont d'autres valeurs qui sont différentes dans l'entreprise. Et chacun amène un peu sa part. Il faudrait que je le retrouve, je n'ai pas pensé à vous le mettre, mais il y a un article qui est dédié à ce sujet-là, qui a été fait par Alison, qui est la RH de Screen, l'entreprise, ça s'écrit S-Q-R-E-E-N, et elle a fait un super article pour dire à quel point il fallait que les gens ils amènent des valeurs complémentaires tout en respectant les valeurs fondamentales de l'entreprise. Karine demande comment j'écris le nom de la société. Alan, c'est exactement ça, A-L-A-N, et vous tapez assurance santé, ils ressortent très vite dans Google. Et ils ont fait un bouquin sur ce sujet qui s'appelle LC Business, qui est dédié aux cultures d'entreprise. Et le nom de l'ouvrage que j'ai cité juste avant, c'était, excusez mon, Caroline qui l'a mis, Reinventing Organizations. Izzy se pose une question super intéressante. Alors non, pas encore, mais on devrait le faire. C'est juste faute de temps et de priorisation. Elle demande, est-ce que pour nos formateurs, on fait un entretien de fit sur nos valeurs? On le fait un tout petit peu parce qu'on fait des entretiens avec tous nos formateurs, donc quelqu'un qui ne partagerait pas du tout nos valeurs, pas sûr qu'on travaillerait avec vu la relation étroite qu'on a avec eux, mais on s'est déjà dit plus souvent qu'il fallait aussi que tous nos partenaires les plus étroits comme les formateurs, qui ne sont pas salariés chez nous, soient en phase et soient impliqués dans les sujets des valeurs, mais ça n'arrive pas en haut des priorités et c'est très frustrant. Donc, on a parlé de l'enjeu recrutement. Je vois qu'il est 19h36. Le deuxième enjeu, c'est celui de la fidélisation. Celui-là, je pense qu'il va un peu plus de soi, donc j'irai plus rapidement. Là, je n'ai pas choisi une photo de film, j'ai juste choisi une photo qui symbolise très bien, un peu comme Google, mais là chez Apple, le fait qu'on le voit juste avec une photo. En général, une culture commune, c'est ça qui, même si on sort du monde de l'entreprise et qu'on regarde ce qui se passe dans les tribus, dans les différents pays, dans les différents groupes culturels, ça soude un groupe. Et c'est l'un des facteurs principaux de fidélisation dans la plupart des études qui sont faites sur la fidélisation, c'est qu'il y a un groupe qui soit soudé. On ne le soude pas nécessairement qu'avec des valeurs, mais c'est l'un des meilleurs leviers. Au-delà de ces sujets dont on parle souvent sur la culture d'entreprise, moi, ce à quoi ça me sert dans l'entreprise et ce pourquoi j'y accorde autant d'importance, c'est pour donner de l'autonomie aux équipes. Concrètement,
Le fait d'avoir les valeurs que je vous ai décrites fait que n'importe qui chez Youno, que ce soit un ou une stagiaire qui vient d'arriver, un directeur qui est là depuis, ou une directrice qui est là depuis 5 ans, ils vont être plus autonomes à 3 niveaux. Premier niveau, c'est pour prendre des décisions. Quand on définit qu'on veut un travail de qualité plutôt que… Quand on valorise plus la qualité du travail que la quantité, ça aide les gens sans qu'ils aient besoin de demander régulièrement à leur manager la meilleure manière de travailler. Donc, il n'y a pas besoin de faire du contrôle ou de tomber dans le micromanagement, vu qu'on a donné un cadre qui aide à la prise de décision. Pareil, si je vois que ma décision va favoriser un intérêt collectif au détriment de l'intérêt individuel, bah, ça va dans le sens inverse de notre valeur Team First, donc je ne peux pas prendre une telle décision. Même si c'est moi qui suis DRH et qui prend les décisions RH, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Donc moi, de mon point de vue, et c'est aussi pour ça que j'intègre le sujet des valeurs après dans l'onboarding, une fois qu'on a recruté la personne, c'est pour lui dire, ça c'est un cadre qui va t'aider sur plein de sujets, plutôt que tu demandes à chaque fois à un manager ou à quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, si ça te semble aller dans le sens de la valeur, tu prends la décision sans demander l'autorisation et tu informes l'équipe. Et si tu as un doute, tu poses la question en disant, moi je ne sais pas comment interpréter cette valeur. Et comme ça, les gens vont te répondre. Et s'il y a un flou sur la valeur, ça nous aidera à donner des exemples plus précis la prochaine fois. Le deuxième impact sur l'autonomie, c'est pour favoriser les initiatives. Dans plein de boîtes, il y a plein de gens qui bossent pendant super longtemps, je l'ai fait dans mon ancienne boîte, sur des projets où ils se disent « c'est incroyable, je veux lancer cette initiative, ça va créer plein de valeur dans la boîte ». Puis dès qu'ils le présentent, on leur dit « bah non, en fait, ça ne nous parle pas ou ça ne correspond pas à nos enjeux ou à nos manières de faire ». Ma conviction, c'est que si on a défini des valeurs suffisamment fortes et clivantes et détaillées, ça va favoriser les initiatives individuelles puisque les gens vont se dire bah, « là, je vais servir directement, je vais dans le sens de telle ou telle valeur ». Potentiellement, je vais aussi dans le sens de la mission de l'entreprise. Et grâce à ce cadre, je peux proposer des initiatives dont elles ont plus de chances d'être acceptées. Et donc, ça favorise les initiatives internes. D'ailleurs, dans certaines initiatives, il y en a qui ont tellement bien compris ça chez Youno qui vont faire le lien avec telle ou telle valeur. Et le dernier sujet, c'est pour savoir quels sont les comportements qui sont souhaitables dans une entreprise. Ça, c'est la partie la plus dure, parce que c'est l'humain et les comportements, mais je pense que c'est aussi un bon cadre pour que les gens se disent bah, « oui, ça, c'est évident que dans l'entreprise, c'est un comportement qui est souhaitable, voire encouragé, puisque c'est quelque chose qu'on a défini dans nos valeurs. » Sans nos valeurs, les personnes devraient demander à ce que ça se fait dans l'entreprise, même si elles ne viennent pas d'arriver il y a juste une semaine, de mon point de vue. Et le dernier guide, qui est le plus précieux, que j'utilise moi quasiment toutes les semaines et qu'on a réutilisé il n'y a pas longtemps dans les revues de performance, c'est que quand on veut faire un feedback à une personne, souvent on a besoin Pour objectiver le feedback, c'est bien de le relier aussi à des éléments objectifs. Et bien, quand on a des valeurs détaillées, de dire là, par rapport au travail que tu as fourni, nous, on a dit chez Youno qu'on valorisait plus la qualité du travail que la quantité. Je vais prendre un exemple caricatural, pardonnez-moi, mais si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, j'aurais préféré que tu fasses 9 projets avec une meilleure qualité de travail plutôt que de dépasser l'objectif et d'en faire 12, mais au final, tu as négligé la qualité de ton travail. La fameuse introduction de dire « nous, chez Youno, on fait comme ça », c'est la meilleure manière qu'ont les gens de s'emparer de la culture d'entreprise et ça aide beaucoup à objectiver les feedbacks. Ça aide surtout à dire c'est pas mal d'avoir fait 12 projets, sauf que chez nous, on préfère en faire moins et mieux plutôt que plus et moins bien. Et ça, pour éviter que les gens prennent les feedbacks personnellement, alors qu'on ne fait pas une critique, on dit juste comment on veut faire les choses. Moi, c'est mon meilleur outil. C'est super dur de faire des feedbacks, comme j'imagine vous le savez tous. Quand j'utilise les feedbacks, c'est magique. Et moi, ça m'aide à le construire, à le préparer clairement, à tel point que maintenant, on l'a intégré dans toutes les revues de performance. On parle du rapport qu'on a aux valeurs et on demande des exemples concrets. Et on l'a intégré aussi dans les revues 360 pour que les gens puissent dire « toi, je trouve que tu appliques particulièrement bien cette valeur de telle et telle manière et que tu pourrais progresser sur cette valeur par rapport à telle et telle situation. » Donc, les revues 360, elles sont facultatives. Et là, c'est n'importe qui peut demander des feedbacks de ses pairs dans un cadre formalisé qu'on propose chaque année. Avant que je passe à la fin sur les process RH, donc encore d'autres éléments où ça m'a aidé, comment ça m'a aidé à construire des process RH. Je vois qu'il y a Corinne qui a une question. Est-ce qu'on peut être en adéquation avec les valeurs d'une entreprise?
Ah non, non, pardon, ce n'est pas une question, c'était une affirmation. Je suis allé un peu vite. On peut être en adéquation avec les valeurs d'une entreprise et apporter une diversité de par les croyances différentes de chacun. Je vais te piquer, si je peux te tutoyer, Corinne, te piquer la formule parce que c'est beaucoup plus synthétique que ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Et Abdelkrim demande si on a conçu le projet des valeurs avec des outils comme le Lean Management. Non, pas du tout. Je suis pas assez, on a une formation là-dessus, mais moi, je ne suis pas assez familier avec ce qu'est le Lean Management. Par contre, je pense que c'est assez proche. On a été agile dans le sens où on a commencé à concevoir des valeurs qu'on a testées directement avec des personnes et avec des managers pour savoir s'ils comprenaient les impacts concrets, ce que ça pouvait avoir sur leurs décisions, leurs initiatives, leurs comportements, et d'avoir des feedbacks et d'itérer était beaucoup plus efficace que si on avait fait un travail pendant 6 mois et qu'après on le présentait à l'équipe et qu'on réalisait que c'était en décalage avec pas mal de choses. Je pense que c'est une meilleure approche. Et donc, pour terminer, là, c'est moi en tant que RH, non pas comment ça m'aide dans l'entreprise, mais comment ça m'aide à définir mes process. Je vous disais tout à l'heure, la valeur Team First, elle m'a aidé à dire il faut qu'on ait les salaires transparents puisque Team First nécessite que tout le monde ait beaucoup d'infos. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas jusqu'au salaire? À supposer que ça parle à tout le monde. Je ne dis pas que c'est bien les salaires transparents. Dans les débats que j'ai eus avec nos directeurs sur le niveau de flexibilité qu'on voulait proposer, ça a facilité les choses. Take care, c'est notre rapport à l'équilibre pour prendre soin de soi et des autres. On s'est dit, pour être sûr que les personnes aient des bonnes conditions de travail chez nous et qu'on soit en phase avec notre valeur take care, il faut qu'on propose un haut niveau de flexibilité sur les horaires. Donc chez nous, ça veut dire les gens ils viennent au plus tard à 9h30, enfin, ils démarrent leur journée de travail au plus tard à 9h30, mais ils finissent quand ils veulent. C'est la confiance par défaut. Le but, c'est la qualité du travail, ce n'est pas la quantité. Pareil sur les congés, il faut que les gens ils puissent poser des congés assez facilement sans demander systématiquement l'autorisation. C'est comme ça qu'ils seront plus autonomes et en plus, moi, ma conviction perso, c'est qu'on ne les prend pas pour des enfants en étant trop processés sur la règle d'attribution des congés. Et c'est ça qui nous a aidé à ajouter des congés aux congés légaux. Nous, on n'a pas de RTT parce qu'on n'a pas de forfait jour chez Youno et on n'a pas d'accord de réduction du temps de travail. On a ajouté des jours de congés qui sont assimilables à des RTT. Et sur le télétravail, même si sur le télétravail, on a évidemment, comme beaucoup de boîtes, fait tomber encore des idées reçues avec l'arrivée du Covid il y a 1 an. Mais avant, c'était notre manière de dire, pour être sûr que les gens aient un bon équilibre, indépendamment de leur vie de famille, de leur projet perso, du lieu où ils habitent et de la distance avec le lieu de travail, il faut qu'on propose du télétravail relativement libre. L'arrivée du Covid a fait que on a tous travaillé à distance, mais ça nous a fait réaliser qu'on n'était pas assez flexible par rapport à ce qu'on pouvait permettre à l'organisation. Et donc, quand on aura fini avec le Covid, notre prochaine règle qu'on a déjà communiquée à l'équipe, c'est jusqu'à 4 jours de télétravail par semaine seront possibles. Et on accepte des télétravailleurs à 100%. Là, il faut un avenant au contrat de travail, mais avant, on ne le faisait pas. Et ça, c'est l'exemple tout à l'heure dont on parlait. Ce sont les développeurs qui nous ont amené ça. Le deuxième exemple, c'est la valeur Team First. Donc là, je vous ai donné l'exemple sur la transparence des salaires. Quand je dis transparence radicale, ça veut dire qu'on donne des infos qui ne vont peut-être pas rééquilibrer les pouvoirs dans l'entreprise, mais qui donnent quand même des infos pas neutres. Tout le monde connaît notre trésorerie, donc combien on a sur le compte en banque, nos projections financières. Et il n'y a pas de projet qui est secret chez Youno. C'est-à-dire que dès que quelqu'un travaille sur un chantier, il va au moins partager le compte-rendu des réunions d'avancement sur un channel Slack, puisqu'on utilise Slack, qui est public. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va taguer tout le monde et informer tout le monde de ce compte-rendu, mais il va rendre l'information accessible pour que n'importe qui aurait besoin de l'information puisse y accéder. C'est ça notre vision de la transparence. Et c'est ça qui fait que, chez nous, en théorie, et je suppose que c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas aussi vrai que ça, ou pas toutes les semaines, un manager n'a pas plus d'informations du fait qu'il est manager. Un collaborateur qui est arrivé il y a 5 ans chez Youno, il a peut-être un peu plus de mémoire, mais il a accès à autant d'informations que quelqu'un qui vient d'arriver. Et ça, on trouve que c'est notre manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intérêt individuel qui soit favorisé au détriment de l'intérêt collectif. Team First, ça m'aide aussi à régler des situations où on va favoriser l'intérêt de certaines personnes par effet d'aubaine, mais sans que ça se fasse au détriment de l'intérêt collectif. Il y a quelqu'un qui, pour la période de fermeture, voulait poser son congé de Pacs, là où tout le monde est obligé de poser des congés payés.
Moi, j'ai dit, ça ne se fait pas au détriment des autres personnes. Donc, au regard de cette valeur, c'est OK pour favoriser l'intérêt de cette personne, vu que ça ne nuit pas à l'intérêt du reste. Ça nous a aidés dans le débat, parce qu'il y a eu un débat sur ce sujet. Donc, et même dans des petites décisions toutes simples et toutes quotidiennes, la manière dont je m'empare des valeurs pour alimenter les débats et en fait baser ma décision. Alors parfois je me trompe et après je reviens dessus en disant en fait on a mal interprété la valeur et on considère que ça nous fait trop dériver de notre culture, mais c'est le jeu, c'est un sujet complexe, donc j'accepte de me tromper et de l'assumer, et je pense que c'est ça qui fait que les gens sont à l'aise pour se dire ok, on est en phase avec notre culture et elle évolue. Et puis dernier exemple, qui est un peu l'exemple cliché sur lequel j'entends beaucoup parler, et je ne suis pas toujours d'accord avec ce que les médias en disent, c'est ce que j'ai appelé le cas d'école des congés illimités. Quand on parle si vous tapez congés illimités sur Google, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour que vous tombiez sur... Alors les congés illimités, c'est génial, les gens pourraient poser en théorie autant de congés qu'ils veulent, ils sont autonomes, sauf que quand les boîtes mettent ça en place, les études montrent que les gens posent moins de congés qu'auparavant. Et ben, je pense que ça, c'est faire une analyse un petit peu trop rapide de la situation, parce que c'est juste une question de est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est compatible ou non avec la culture d'entreprise. Si la culture d'entreprise favorise l'équilibre des gens, fait en sorte qu'ils ne vont pas culpabiliser de partir en congé et qu'ils ont un équilibre de travail correct dans toutes les situations, moi, je pense que les congés illimités sont totalement transposable dans l'entreprise sans tomber dans la fameuse dérive où les gens vont poser moins de congés parce que ils ont peur d'être jugés s'ils prennent énormément de congés ou ce genre de choses, parce que ça, c'est un sujet de culture. Quand on craint d'être jugé par les autres, c'est qu'on n'a pas été assez rassuré sur qu'est-ce qui était important dans le relationnel et dans la manière de faire dans l'entreprise. Et les boîtes qui réussissent à implémenter les congés illimités et à faire en sorte que les gens posent quand même beaucoup de congés, je pense que elles ont fait un bon travail sur leur culture d'entreprise et elles se sont dit, nous, cette mesure pourrait être valable. Nous, le moment où on s'est posé la question, on a redouté que les gens aient du mal à composer avec ça. On s'est dit, notre culture d'entreprise, elle n'est pas encore assez forte, donc on rajoute 2 semaines de congés à tout le monde. C'est plus simple, on est sûr que tout le monde posera les 5 semaines légales plus les 2 semaines, parce que c'est un crédit de congé, plutôt que de tenter le coût du congé illimité, mais on se repose régulièrement la question. Et le jour où on se dit, c'est bon, notre culture d'entreprise, elle est totalement compatible avec ça, je pense qu'on le mettra en place et on sera très content si les gens posent plus que 7 semaines, et on fera attention à faire en sorte que les gens ne posent pas moins en tout cas. Je pense que c'est un bon cas pour illustrer à quoi ça sert la culture d'entreprise et de ne pas tomber dans les pièges. Moi, au début, j'avais trop envie de mettre en place les congés illimités chez Youno juste pour dire, voilà, c'est ça notre manière de faire confiance aux gens. Et je me serais fait avoir parce que le sujet brille, mais il est un peu plus compliqué que ça. Voilà pour moi ce que je voulais vous partager. Alors, avant qu'on reprenne un temps de questions-réponses, je vous ai mis l'adresse de mon blog où je partage pas mal, où j'interviewe des boîtes qui ont des cultures d'entreprise assez fortes. Je ne fais pas des articles très souvent, que quand je trouve un exemple intéressant. Vous allez trouver des boîtes où les gens choisissent leur salaire. Vous allez trouver des boîtes où il y a des commerciaux qui n'ont pas de variables sur les grilles de rémunération. Mais il n'y a pas que la rémunération, il y a le recrutement, il y a les autres sujets. Moi, ce sont les gens qui m'inspirent. Et je vous ai mis un lien. Là, je réalise qu'il est horrible. Du coup, peut-être qu'il est super compliqué. En fait, j'ai essayé de faire un petit formulaire pour que vous puissiez télécharger les slides, un article, nos valeurs détaillées et tout. Du coup, je te laisserai l'envoyer. Je vous laisserai l'envoyer. On l'enverra à tous les participants avec plaisir. Ce sera plus simple. Il y aura l'annexe derrière dont je vous parlais, qui est quelques exemples d'entreprises. Donc, s'il n'y a pas trop de questions, si vous voulez, on pourra ensuite travailler ça. Mais déjà, merci pour votre écoute. Et puis, je vous propose que vous puissiez poser vos autres questions ou partager. Régulièrement, quand je fais je ne la fais pas très souvent, cette intervention, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou qui disent que ça ne marche pas dans leur entreprise de la même manière. Et je pense que ça serait assez utile pour tout le monde qu'on puisse partager là-dessus. Moi, c'est sûr que ce que je vous ai dit, il y a des trucs, ça ne marchera pas dans d'autres boîtes, ou demain, je vais changer d'avis. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. Alors, si je reprends les questions, je vois que Corinne disait, d'après quoi cette transparence permet-elle d'être plus performant? Alors, c'est ma conviction totale. C'est l'un des concepts du livre Reinventing Organizations, c'est qu'en travaillant sur la culture d'entreprise, ça sert directement et indirectement la performance globale de l'équipe et donc de l'entreprise. Je ne pense pas qu'il faille le faire juste pour ça.
Il faut le faire aussi par conviction parce que ça va amener plein d'autres choses que je vous ai décrites sur le recrutement, mais aussi sur l'épanouissement des équipes, sur le sens qu'ils ont à travailler dans l'entreprise. Parce que si on vise que la performance, en même temps, c'est une culture. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on passerait à côté d'autres opportunités intéressantes. Par contre, je suis convaincu que ceux qui ont une culture forte de la transparence, s'ils le font bien, ça favorise la performance de l'entreprise. Typiquement, moi, on me pose quasiment plus de questions sur plein de sujets juste parce que tout le monde y a accès. Et si on prend l'exemple très extrême des salaires, ça a changé complètement la manière dont sont gérées nos revues de performance, où les gens ils parlent plus de compétences et ensuite de l'impact que ça a sur le salaire parce qu'ils ont passé un nouveau niveau de compétences, plutôt que les discussions de tiens, moi j'essaie de négocier mon salaire, je me compare au marché, sans dire qu'on a totalement exclu ces sujets, ils ont moins d'importance et on parle des compétences et des parcours de carrière. Et de mon point de vue, ça agit directement sur la performance. Benoît demande combien de salariés j'ai sur les mêmes postes. Alors là, ça c'est compliqué parce qu'on a, je crois que la plus grosse équipe où il y a les mêmes postes, ça doit être les développeurs où ils sont 6 pile sur le même poste, mais après c'est très varié, même dans l'équipe technique et dans l'équipe commerciale, on a plein de fonctions différentes. Donc, un peu compliqué. Si tu as besoin, Benoît, de plus de détails, je pourrais trouver à t'envoyer l'organigramme, ce n'est pas un truc confidentiel, si ça peut t'aider. Tu as une question de Karine également qui te demande, vous avez beaucoup développé le sujet des valeurs, mais est-ce que pour toi, la culture d'entreprise est uniquement liée à ce filtre? Non, c'est pour ça que je disais au début, c'est la première étape et nous, en fait, c'est la seule qu'on a pour l'instant, tellement elle a de l'impact. Je pense que les valeurs, ça reflète quelques principaux points de la culture d'entreprise. Mais ça ne peut pas tout refléter. Il y a des boîtes qui choisissent d'avoir 8 valeurs, typiquement. Donc, elles vont un peu plus loin dans l'exhaustivité. Moi, je trouve que c'est déjà tellement dur d'arriver à juste formaliser 3 ou 4 valeurs, ce qui est la moyenne de toutes les boîtes que j'ai trouvées inspirantes, qu'on s'arrête là. Mais il y a plein d'autres choses qui traduisent de la valeur d'entreprise. Déjà, de la culture d'entreprise. La manière dont on en parle, tous les messages un peu indirects qu'on peut voir sur les pages employeurs. En général, les photos sont assez révélatrices par exemple, du rapport à la diversité culturelle qu'il y a une entreprise, de son rapport à la diversité tout court, à l'inclusion. Son histoire. Même à son histoire, complètement. La manière dont les salariés parlent de l'entreprise, soit sur les sites où on peut commenter comme Glassdoor ou d'autres équivalents, mais aussi lorsqu'ils font des témoignages. Ça aussi, ça témoigne de la culture d'entreprise et on pourrait souvent même, je pense qu'un exercice qu'on pourrait faire si on avait du temps et qu'on voulait travailler dessus, ce serait d'essayer de trouver d'autres valeurs que celles qui sont affichées par l'entreprise, juste en prenant les témoignages des salariés, les notations de l'entreprise et les retours des clients, des partenaires, des prestataires. Du coup, c'est un travail infini et c'est pour ça que moi, je me concentre que sur l'étape des valeurs qui a déjà assez d'impact et est déjà assez complexe pour travailler dessus. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager, je ne sais pas, soit un désaccord, soit une difficulté, soit au contraire une valeur avec des exemples concrets de l'impact que ça a dans votre entreprise, ce qui me permettrait, moi, de potentiellement en apprendre un petit peu aussi sur comment vous faites. J'ai peut-être une question, si je puis me permettre. Oui. Quand on lit les éléments sur la culture d'entreprise, quand on assiste à des webinaires ou à des afterworks comme celui-là, j'ai toujours cette surprise de voir que les valeurs de l'entreprise ne sont souvent pas du tout reliées à la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi elle existe? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans le monde, cette entreprise? Et je trouve qu'il y a une décorrélation entre les valeurs et la raison d'être. Alors, je te rejoins. C'est l'article je vous l'enverrai après parce qu'il faut que je le cherche, mais de la DRH de l'entreprise Screen. Elle dit que le cadre idéal, c'est quand une entreprise a des valeurs qui sont totalement en phase avec la mission de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes, et il y en a, c'est un peu compliqué selon le secteur d'activité. Je pense que c'est vrai. Nous, je pense qu'on est un peu influencé sur le fait de rendre les choses
accessible et efficace et que ça influe un peu notre manière de faire les valeurs, mais qu'il n'y a pas un lien total. Et quand le lien il est très différent, ça doit être super dur d'avoir l'impact que je décrivais sur le recrutement, l'autonomie et le sens que ça donne, parce que ça crée un décalage. Si on accorde une énorme importance à la qualité du travail, mais qu'on se fiche totalement de la qualité du produit, il y a un moment, c'est limité, parce que les gens, ils ont un rapport à la qualité qui ne peut pas être découpé comme ça entre le travail qu'on fait et le produit qu'on délivre. Donc, je pense que c'est ça la limite. Je ne le développe pas ici en donnant des conseils, parce qu'en fait, déjà, je n'ai pas d'autre expérience que chez Youno sur le travail des valeurs. Et je n'ai pas eu d'exemple en ce sens, mais je me dis qu'il y a peut-être des boîtes qui réussissent quand même à dire, nous, notre produit, si on prend Amazon, je pense qu'ici, on ne partage pas tous la culture d'entreprise. Je peux te partager, si tu le souhaites, un exemple que je connais, puisque c'est celui d'Apple et que tu as cité tout à l'heure. Ouais. La mission d'Apple et de son fondateur, elle était simple, c'était changer le monde. Elle était simple. Après, elle était un petit peu ambitieuse. Mais comment il l'a fait? Via des outils technologiques qui viennent changer et améliorer le quotidien des gens et de tout un chacun. C'était sa manière de faire. Et aujourd'hui, quand on regarde les valeurs de l'entreprise, elles sont simples. Ça va être des valeurs qui, dans la même veine, font changer le monde. L'environnement, aujourd'hui, la cause environnementale qui est très forte. On va avoir la diversité et l'accessibilité qui a toujours été très présente, permettre à n'importe qui d'utiliser nos appareils. Une personne aveugle, une personne avec n'importe quel handicap peut s'en servir. On va avoir aussi aujourd'hui la responsabilité avec les fournisseurs. Donc, c'est toujours des valeurs qui sont liées à cette mission-là. Il y a aussi les valeurs de la confidentialité, qui, elle, est un peu à part, qui a toujours été là aussi, mais qui, elle, relève plus de l'histoire de l'entreprise. Mais tu vois, c'est le lien entre la mission de l'entreprise, sa raison d'être, et les valeurs. Donc, les valeurs peuvent changer, elles ont déjà évolué, mais elles sont toujours en lien avec cette mission-là. Ouais, on pourrait le définir. En fait, je pense que c'est une bonne pratique parce que ça a beaucoup plus de sens. Mais vu que je n'ai pas encore eu d'exemple d'une boîte qui a… En fait, moi, l'exemple qui me venait, c'est Amazon, parce qu'Amazon, ils ont une histoire très connue qui illustre leur culture d'entreprise. C'est que, alors, je ne sais pas s'ils le font encore, mais au moins au début, quand tu arrivais, tu arrivais dans les bureaux, et les bureaux, c'était des portes sur des tréteaux. Ce n'était pas des bureaux. Et du coup, systématiquement, les gens demandaient mais pourquoi on ne travaille pas sur des bureaux? Et ça permettait aux recruteurs de dire chez nous, on fait des économies sur tous les sujets, c'est notre culture et ça va jusqu'au bureau. Qu'on partage cette valeur ou pas, je trouve que c'est une très bonne manière d'amener le sujet de la culture d'entreprise dès le début. Je ne suis pas sûr que les gens partagent tous ces valeurs de frugalité au sein d'Amazon maintenant que ça a cette taille, alors que en termes de produits et de marge, ça reste toujours leur mission. Et potentiellement, ils arrivent à bien le faire marcher. Mais instinctivement, je choisirais plutôt la voie d'Apple ou de Screen comme elle le fait. Et clairement, ton exemple, il est super en plus. Merci. Mais je pense que ça répond à pas mal de questions aussi qu'on a eues dans le chat tout à l'heure qui parlaient des dirigeants, de l'origine de l'entreprise. Relions nos valeurs à la raison pour laquelle l'entreprise existe. Je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est un guide, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Ouais. Après, il ne faut pas oublier non plus, je suis désolé, j'interviens, parce que là, on parle que des startups, que des GAFA, que des boîtes où tout va bien, etc. Il ne faut pas oublier aussi la majorité des entreprises et des PME. Donc, je sais que c'est super, Pierre, ton exemple de société, etc. Mais je sais que clairement, c'est clairement pas transposable dans une grosse majorité de sociétés aujourd'hui françaises. C'est-à-dire pas transposable, dans quel sens? Là, vous êtes 45 en termes de salaire. Qu'est-ce que tu fais dans le cas où tu as une société déjà où tu as des disparités en termes de salaire, que ce soit avec l'ancienneté ou l'expérience? Comment tu arrives en mettant la transparence des salaires, à échanger avec les collaborateurs et les managers quand il y a déjà des différences en termes des différences salariales, tout simplement?
Alors, mais nous, on les avait, on n'avait pas les salaires transparents dès le début. Et on s'est Ouais. dit, vu que c'est notre culture, on va travailler dessus. Et ça va nous forcer à travailler sur ces disparités qui, dans notre culture, sont pas normales. Mais c'est pour ça que je disais, c'est pas bien forcément la transparence des salaires. Il y a plein de boîtes pour lesquelles c'est pas dans leur culture. Et du coup, ça ne créerait pas de valeur, voire ça en détruirait d'amener de la transparence parce que ça aurait pas de sens pour les gens. Si ça crée pas de valeur, bah, il n'y a pas de bonne raison de le faire, et surtout si ce n'est pas dans la culture d'entreprise. Dans ces PME, eux, ils vont avoir d'autres combats qui seront même potentiellement plus nobles, parce que la transparence des salaires, ça ne révolutionne pas tout chez nous et ça ne résout pas tous les sujets de discrimination. Et ils auront d'autres combats qui seront fidèles à leur culture et qui, je pense, gagneraient à être bien formalisés en valeur. Et moi, alors, bah, désolé, effectivement, mes exemples, ils sont issus de startups ou de GAFA parce qu'elles ont eu la bonne idée de communiquer dessus pour montrer qu'est-ce qu'étaient des valeurs à impact. Et donc, c'est inspirant, mais de mon point de vue, il y a des PME qui font très bien ce taf-là. Ouais, mais elles n'ont pas le même budget, elles n'ont pas le même regard de la société sur les GAFA, etc. Aujourd'hui, les GAFA, les startups, etc., elles sont très, très regardées aujourd'hui par la société et elles doivent être exemplaires et montrer l'exemple. Alors, c'est super par rapport à l'exemple que tu as donné, mais du coup, quand tu me disais que tu avais plusieurs personnes qui étaient sur le même poste, je crois 6 de mémoire, comment tu fais avec un groupe tu vois, de à peu près 1000 salariés où les disparités ne sont pas au nombre de 6, mais sont au nombre de 50, 60, 70. Là ce n'est pas pareil, on n'est pas sur la même problématique. Et comment tu ferais, toi, du coup? Alors clairement, bah, c'est l'une des limites de mes réponses, c'est que je disais, bah, en fait, si demain j'étais DRH d'une boîte beaucoup plus grosse, je sais que ce que je fais à mon échelle, il faudrait le faire différemment. Je sais qu'il y a des boîtes qui ont grossi très vite et qui arrivent à bien le faire, donc j'irai regarder comment elles font parce que moi, je ne saurais pas par où commencer. C'est pour ça que je dis, moi, j'essaie de témoigner de comment on a fait nous à notre échelle. Par contre, je ne sais pas si j'ai raison, mais je suis convaincu que peu importe l'ancienneté, la culture et la taille de l'entreprise, en faisant ce travail-là, ça peut créer de la valeur sur le recrutement, sur la fidélisation, Ah oui, sur mais je te rejoins, mais en fait, le problème, c'est que faut le commencer au début, au tout début de la création de la société. Après, une fois que la société elle est en marche, etc., que les disparités sont trop grandes, c'est entre guillemets, c'est pas trop tard, mais il n'est jamais trop tard, mais c'est un peu difficilement rattrapable. Si je peux me permettre, il y a des exemples qui existent en termes de PME et de TI, puisque la question de départ portait sur des entreprises de taille plus petite. Et je pense à une entreprise comme LDLC qui est assez irréprochable sur la partie valeur notamment et sur la partie de certains dispositifs. Je ne suis pas sûre qu'ils soient allés jusqu'à la transparence. Aujourd'hui, ils ont plus de 1300 salariés, donc ils commencent à être un peu importants quand même. Ils ne sont peut-être pas allés jusqu'à la transparence, mais ils ont beaucoup de dispositifs qui s'y apparentent. Et quant aux exemples de transparence, il y a des exemples très venus du terrain ou dans des entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je pense notamment à l'entreprise HCL en Inde, qui fait l'objet d'un bouquin de Vineet Nayar, qui est super intéressant à lire justement sur pourquoi il applique ces principes de transparence-là. Et chez lui, ça a été vertueux. Je pense qu'effectivement, en France, il y a beaucoup de choses à gérer avec la question, ne serait-ce que la question criante des disparités quand on a absorbé des boîtes ou des choses comme ça. Mais, pour moi, le sujet est intéressant. Et en fait, même si on ne le crie pas sur la place publique, 6 ou 8 personnes qui font le même métier, à un moment donné, elles se rencontrent, elles se parlent et elles se rendent compte qu'il y a des disparités. Ah oui. Et moi, je ne crois pas en fait au cas aux personnes qui arrivent et dont personne. Je ne pense pas du tout que les personnes ne communiquent pas, et je ne pense pas que ce non-dit ne crée pas plus de difficultés finalement. Alors que s'il y a des disparités, et soit qu'on sait les expliquer, soit qu'on sait les corriger ou y travailler, en tout cas, ou montrer qu'on y travaille, on a au moins un mouvement qui est favorable et une communication qui, au minimum, est transparente, et on n'aura pas cette question en boomerang qui nous reviendra un jour avec mais j'ai vu que mon voisin de bureau, il gagne 500 € de plus que moi, c'est quoi ce bazar? Voilà. Oui, ouais, Séverine, en fait, je te rejoins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, les disparités, elles ne sont pas locales, elles ne sont pas régionales, elles sont nationales. Donc, après, comment on peut effectivement, les gens, on ne va pas leur mettre un bâillon sur la bouche et elles peuvent pas, il n'y a pas de souci. Ça, on le sait, et ça revient, ça ressort, ça remonte à chaque fois au niveau des managers et tout. Mais quand les disparités salariales sont trop importantes,
sur tout le plan national, comment fait-on? Nous, on essaye d'homogénéiser du coup les salaires par rapport aux personnes qui sont déjà classifiées en fait, entre guillemets, chez nous par rapport aux classifications. Moi, je fais un cheval de bataille là-dessus par rapport aux managers. Si ils intègrent une personne, c'est souvent entre guillemets les nouveaux embauchés qui sont mieux payés parce que le marché du travail fait que les rémunérations aujourd'hui, machin, blablabla. Mais on essaye à chaque fois d'être au plus juste. Mais des fois, c'est compliqué parce que nous, on est sur des profils pénuriques et que si on n'embauche pas cette personne-là, forcément, on va la perdre. Et les autres, de toute manière, seront à peu près au même salaire, voire plus. Donc, c'est ça où on est un peu dans un dilemme de… Voilà. Et d'où le besoin de culture sur les profils pénuriques, parce que je travaillais dans une boîte qui avait également un gros profil pénurique, à tel point que même les cabinets de recrutement refusaient de chasser pour nous parce qu'ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à trouver les profils. Donc, c'est dire. Et en fait, toutes les boîtes ont commencé par le plus simple. On a tous augmenté les salaires, youpi. Donc, on a joué, on a des techniciens qui ont des salaires complètement dingues, magnifiques. Sauf que ça ne les fait pas rester, en fait. Vraiment pas. Et si on ne travaille pas sur le fond, sur vraiment la notion de culture, sur les faire travailler ensemble et partager une expérience, franchement, on n'arrive à rien. Et être bien dans l'entreprise. Ouais, après, c'est pas simple, mais c'était le seul vecteur, en fait, pour réussir à les faire rester. Et vu la pénurie des profils, en fait, on n'avait pas le choix. Sinon, la boîte, elle ne peut pas tourner, en fait. Donc, soit on avait vraiment les mauvais, youpi, soit on trouvait une solution pour attirer les meilleurs par autre chose que la rémunération, parce que de toute façon, il y a un stade où ça devient indécent de jouer. Il y a plein, je pense, d'exemples dans le chat. N'hésitez pas à les lire. Il y a plein d'exemples qui peuvent répondre à ta question, Benoît. Ok, je vais lire ça. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un candidat qui venait de chez Decathlon, dont j'entends parler assez souvent. Alors, je n'ai pas suivi directement. Je pense qu'eux, en termes d'entreprise qui n'est pas dans la tech et qui est de taille intermédiaire et qui arrive à faire un super taf sur les valeurs, qui est en lien d'ailleurs avec leur mission, je pense qu'ils sont assez forts, Decathlon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Je regarde s'il y en a d'autres. On va remonter le chat. Non, je n'ai pas vu, je ne pense pas. Tu as eu beaucoup de remerciements en tout cas, Pierre. Beaucoup te remercie pour toutes ces illustrations qui ont trouvé ça très intéressant et réclament d'avance la présentation. Donc voilà, je la retransmettrai. Si, ouais. Ok, merci. N'hésitez pas même après si vous avez d'autres feedbacks sur des sujets qui étaient soit un peu flous, soit au contraire qui vous ont vraiment parlé. Et si vous avez d'autres trucs même à me partager sur vos propres, typiquement les derniers propos notamment de Benoît et Séverine, de montrer la difficulté des choses et de poser des questions de comment on fait à d'autres échelles. Moi, en plus, ça mènera à un peu plus réfléchir au sujet parce que je continue d'y être confronté avec les recrutements qu'on fait. Et je vois les limites de certaines choses qu'on faisait quand on était 30 et là, à 45, déjà, c'est un peu plus compliqué. Donc, je prends tous vos retours. Bonsoir, moi je souhaiterais partager une anecdote. J'ai travaillé dans un cabinet de conseil, donc Wavestone, qui justement pratique la transparence salariale. Et moi, quand je les ai rejoints, ça faisait quelques temps qu'ils venaient de fusionner. Et en fait, ma responsable, quand elle m'a formée, elle m'a dit qu'en fait, l'enjeu de la transparence salariale, alors effectivement, il était interne, comme vous l'avez évoqué, mais c'était aussi un gain de temps au niveau du recrutement, puisque en fait, comme il y avait cette transparence-là, ça évitait en fait d'avoir toute la partie négociation et aussi de voir en fait quand un candidat disait ah il y a tel cabinet qui m'a fait telle offre. Si en fait il insistait beaucoup sur ce sujet de salaire, ça permettait en fait nous de notre côté de nous dire en fait non, si c'est trop important pour lui ce sujet-là, et en fait peut-être que justement il ne correspondra pas, enfin il sera pas en adéquation avec les valeurs. Voilà, vous l'avez évoqué un peu indirectement, mais vraiment, moi j'ai vraiment senti cet enjeu de marque employeur
Voilà. Ouais, c'est exactement ce que m'avait dit à l'époque Yannick, qui est l'un des 2 fondateurs de Youno et notre CEO, c'est dire en plus en rendant les choses transparentes, si on a qui essaie de négocier trop, ça montre que c'est un sujet qui est visiblement très très important pour lui et c'est pas dans notre culture, même si le salaire est important et qu'on veut rémunérer justement les compétences, quelqu'un pour qui c'est trop important, ça veut dire qu'il va y avoir un misfit culturel potentiel, parce que moi je préfère qu'il soit plus drivé par la mission ou par les conditions de travail qu'on propose, et ensuite qu'il soit satisfait du salaire, tout en me disant après je veux qu'on paye un tout petit peu au-dessus du marché pour quand même tenir cette promesse-là. Donc juste pour faire écho, que je pense que c'est aussi pour ça qu'on était sensible à la transparence, là où pas mal d'autres boîtes sont transparents sur les grilles qui permettent de positionner les gens dans des niveaux et qui donnent les salaires de départ de chaque niveau, mais qui vont pas et qui appliquent la transparence sur les niveaux, mais pas sur les salaires. Juste pour résoudre le sujet que tu soulevais, Benoît, des disparités entre équipes sur comment est-ce qu'ils sont positionnés par rapport à leurs compétences. Souvent, c'est ça qui est plus important, même si le salaire à la fin du mois est important aussi. C'est la reconnaissance qu'on leur donne sur la manière dont on les évalue à leur niveau technique. C'est hyper important. Après, il ne faut pas que les grilles ou que les systèmes soient vicieux. Je pense à une entreprise, c'est une start-up, ils avaient un bon principe au départ, ils se sont dit, tiens, on va donner en fait en fonction de l'expérience de la personne. Ils ont fait une grille par expérience avec une augmentation qui se calcule de manière automatique. Sur le principe, ça a l'air assez vertueux. Sauf qu'en réalité, ça les conduit à ne jamais embaucher des profils seniors. Ah oui. Donc, bon. Donc, après, j'en parlais avec le DRH il n'y a pas très longtemps et c'est très drôle parce que quand je lui parlais, il me disait c'est super vertueux, c'est génial. Puis là, j'ai regardé, je fais t'as combien de seniors dans ta boîte? Bah, on n'en a pas, mais tu sais, on est jeune, on est une start-up. Oui, mais est-ce que tu en as reçu en entretien? Bah, ah. Et en fait, c'était pas qu'une question de valeur. Et après, il s'en est aperçu puisqu'il a eu des comptes, il a changé un peu le comportement du coup pour voir. Et pour se rendre compte. Et après, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de culture parce qu'effectivement, c'est ses associés qui ont bloqué les recrutements pour des questions de prix. Donc, c'est là où on s'aperçoit que bon, les valeurs, elles peuvent nous revenir en boomerang assez rapidement et la culture aussi. Ouais. Ça pourrait être un bon moyen de mesurer si on est bon dans sa culture d'entreprise, qui est de trouver des indicateurs comme notamment dans le recrutement des personnes qui nous rejoignent pour dire en fait, dès qu'il y a un truc rouge, on recrute pas de femmes, pas de personnes seniors, pas d'hommes, enfin, dans tous les sens du terme, pas de très jeunes. Ça veut dire qu'on a un sujet sur notre culture d'entreprise parce qu'il n'y a pas la diversité qui va avec. Ouais. Si un jour quelqu'un veut créer un outil et qu'il arrive à mesurer ça, moi, ça m'intéresse. C'est mon thème de mémoire en l'espèce. Donc, la bonne piste pour le prochain After Work. Bon, les amis. Juste pour rebondir effectivement sur ce que disait Benoît, où je me suis bien retrouvé dans le contexte. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, sur l'aspect communication et transparence concernant la rémunération, ça a été un sujet qui a été très épineux parce que même en interne, il y a des grilles de rémunération. Alors nous, on n'est pas transparent sur l'aspect rémunération. Et on a eu des grilles qui ont circulé parce qu'il y a eu des échanges de mails qui n'ont pas été sécurisés. Et ça a été un vrai enjeu pour nous parce que ça a engendré des discussions, des tensions en interne. Et c'est des choses qui peuvent, effectivement, dans des contextes de rachat, quand on intègre des sociétés qui n'étaient pas sur les mêmes grilles, qui n'étaient pas sur les mêmes niveaux d'équité salariale, qui n'avaient pas les mêmes cultures d'entreprise non plus, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on parle de culture d'entreprise là pour une société, mais quand on est dans un regroupement d'une multitude de sociétés, c'est aussi une multitude de cultures d'entreprise. Et quand on parlait à l'instant, tout à l'heure avec Caroline, je crois, de la notion de raison d'être d'une société, on a une raison d'être commune, mais on a des cultures d'entreprise différentes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement, parce qu'on a envie d'avoir un site carrière aussi. Donc, on travaille vraiment sur la notion de marque employeur actuellement et une marque employeur globale. C'est un vrai challenge pour nous parce qu'on réunit nos DG pour discuter de cet aspect-là, nos RRH aussi, respectivement sur les différents pôles qui regroupent différentes marques pour essayer de trouver des points de convergence, des points communs. Et tout ça, en fait, est assez compliqué parce que
mettre tous les collaborateurs sous le même étendard, c'est faire aussi la part des choses entre ce qui va être crucial pour nous, discriminant pour nous dans les choix de candidats qu'on veut avoir, et ce qui finalement fait l'ordre des croyances, qu'on disait les croyances, la différence de tout à chacun, qu'on doit accepter parce qu'on ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. Et sur la notion de rémunération, la question s'est posée, parce qu'on ne diffuse pas, nous, ne serait-ce que les niveaux de rémunération sur les postes, parce qu'on a une approche par la compétence, où on fait beaucoup de pédagogie dans les entretiens avec les candidats, où on leur explique comment on calcule la rémunération. On ne peut pas la donner au tout début d'un entretien, parce qu'on ne sait pas déjà quel est le niveau de compétence du candidat. C'est quelque chose qui s'évalue avec le manager. Cette évaluation avec le manager, c'est souvent un test technique. Alors, pour des profils très techniques, ça peut être un test sur des plateformes de code ou autre. Pour des profils, par exemple, plus génériques de fonctions support, ça peut être simplement des questions très précises sur la connaissance du vocabulaire du métier en question. Mais tout ça, c'est des choses qu'on évalue. Et on l'explique au candidat en lui disant, à la fin du processus, quand toutes les évaluations sont faites, là, on vous détermine une rémunération. Et elle se base en grande partie aussi sur l'équité interne. L'équité interne, on regarde sur le pôle, on fait également une étude sur le marché par rapport aux cabinets qui nous transmettent des barèmes de rémunération, et on regarde si on est à peu près, voilà, et on ne le fait pas de manière robotisée ou excelisée. Moi aussi, hein, j'avais cette idée de pouvoir créer ce fameux algorithme Excel qui donnerait la rémunération parfaite pour le candidat. Il y a des grands groupes qui le font, j'ai des amis, je crois, je vais balancer un peu Naval Group, par exemple. C'est une pratique, par exemple, d'avoir quelque chose de très rigide, mais en interne, ça génère des allers-retours systématiques sur les profils recrutés, parce qu'à chaque fois, il y a un misfit entre les attentes du candidat et le niveau de rémunération proposé. En fait, c'est un algorithme qui doit changer tout le temps, parce que le marché du travail, il fluctue beaucoup, et notamment sur les métiers sur lesquels je recrute, c'est impossible d'avoir quelque chose de fixe. En fait, ça va tout le temps évoluer. Et en interne, pareil, on a des politiques d'évolution salariale qui fluctuent en fonction des métiers. C'est des métiers qui sont plus stables que d'autres, des métiers qui sont moins tendus que d'autres. Et en fonction de ces métiers-là, on va ajuster, nous, notre politique de rémunération en disant, ces métiers-là, c'est des métiers critiques, il faut augmenter les personnes. Et parfois, on a aussi des discours managériels qui nous disent, là, si j'intègre quelqu'un avec ce niveau de rémunération, j'ai 3 démissions dans la foulée, quoi. Et donc, par rapport à ça, nous, l'idée, c'est de dire, voilà, on présente aujourd'hui à nos DG les enjeux. Donc, on a cette possibilité, cette latitude de dire, voilà, un DG a son enveloppe d'augmentation salariale. Il peut dire, sur ces populations-là, je ne veux pas les perdre parce que sinon, ça déséquilibre complètement mon service. Donc, je vais débloquer une enveloppe. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a aussi une taille qui nous le permet. Dans des plus grands groupes, c'est peut-être moins facile, mais ils sont aussi peut-être plus processés, plus carré sur l'équité salariale. En tout cas, nous, on a une taille qui nous le permet. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, le compromis, pardon, je ne trouvais plus le mot. Le compromis, en fait, entre un grand groupe et une start-up, c'est que je pense qu'on a aussi une certaine latitude. Après, il y a tous dans des situations différentes. On n'a pas un niveau de rentabilité qui nous permet de rallonger les salaires systématiquement. En tout cas, nous, on peut se le permettre sur certains profils et on mise surtout par rapport aux profils clés. Et ce qui a été important, et on a été accompagné par un cabinet pour ça, c'est d'identifier aussi les talents au sein de l'entreprise. Et la notion de talent, pour nous, c'était les profils sur lesquels, si on les perd, on ne les retrouvera pas, et on les retrouvera très difficilement, et on paiera beaucoup plus cher pour les retrouver, soit parce qu'on devra les recruter, soit parce qu'on devra faire appel à de la prestation. Donc voilà, c'est juste sur la notion de comment est-ce qu'on intègre la notion de culture entreprise, nous, dans un groupe comme le nôtre, c'est par rapport à ça, c'est trouver des compromis. Et je pense qu'une fois de plus, il y a un vrai sujet, et merci Thomas pour ce témoignage. Je crois qu'il y a un vrai sujet rémunération, parce que c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent, et tu vois, qu'on vient lier à la culture d'entreprise au final. C'est peut-être aussi relatif à la culture française, il y a tout un sujet, et ce serait intéressant qu'au sein de l'afterwork, on puisse faire d'autres afterwork au sujet de la rémunération, des difficultés qu'on connaît, qu'on ait des témoignages de bonnes pratiques et ce genre de choses. Si ce n'est que
Néanmoins, je vais vous briser le cœur parce que ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble et qu'il faut qu'on rende la room absolument. Parce que il se peut que la personne qui nous l'a gentiment ouverte en ait besoin. Il va falloir qu'on se quitte, malheureusement. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être n'hésitez pas en privé pendant 1 minute ou 2 à échanger vos coordonnées si vous le souhaitez sur le chat, mais en privé pour pas spoiler vos coordonnées. Mais ouais, je pense qu'il va falloir qu'on se dise au revoir à un moment, n'est-ce pas? En tout cas, un grand merci à toi, Pierre, pour ton témoignage qui a merci. beaucoup de réactions, beaucoup de retours, donc c'est très sympa, très cool. Et pareil, je vous enverrai la présentation de Pierre et je mettrai Pierre en copie, comme ça, si vous avez d'autres sujets, si vous voulez échanger, voilà, on vous laissera après continuer vos échanges avec plaisir. D'accord. Merci, Pierre. Merci et sache que je ne suis pas anti-startup, GAFA, etc. Donc, pas de méprise. Non, moi, j'adore la transparence des salaires, mais c'est difficilement transposable dans toutes les sociétés. C'est un peu délicat. Merci à tous pour les partages aussi, et y compris les autres contextes. Du coup, j'ai un début d'idée sur comment on peut faire dans des organisations un peu plus grosses, qui est vraiment théorique, mais s'il y en a qui veulent prolonger là-dessus, j'aimerais bien avoir des gens qui puissent me dire s'ils imaginent que c'est réaliste ou pas. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Nous partager ton idée et avec plaisir. Pas de souci. Ouais. Bonne soirée à tout le monde en tout cas. Merci à tous nos participants de nous suivre et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis on espère éventuellement vous retrouver en présentiel début mai. Je pense qu'avril, ça s'est un peu loupé, mais on y croit en tout cas. On verra. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.